Johan Vitton, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Secret d'entraîneur. Je te laisse te présenter. Qui Oui. es-tu? Bonjour Julien. Moi, c'est Johan Vitton. Donc, je suis kinésithérapeute de base. Donc, mon premier métier, comme on le disait tout à l'heure, j'en fais quelques-uns d'autres à côté. Je suis aussi ostéopathe et actuellement préparateur physique du pôle espoir de gymnastique à Meaux. Ok. Qu'est-ce que tu as envie d'aborder comme première chose? La kinésithérapie, plus de la prépa? Qu'est-ce que tu aimerais bien parler? Bah écoute, si on prend les choses peut-être dans l'ordre, en premier, ce serait la kinésithérapie, parce que j'ai commencé par ça dans ma carrière, j'en fais toujours, mais ça a été mon premier chemin. Mhm. Bah, la kinésithérapie, comment j'y suis venu à ça, peut-être un petit peu par hasard, mais quand même, il y avait ce fil conducteur qui est là finalement dans tous mes métiers, c'est le sport. J'étais très sportif, j'ai commencé à être très sportif vers l'âge de 13 ans à peu près. J'avais un papa, j'ai un papa qui est toujours de ce monde, qui était aussi très sportif, qui était sportif de haut niveau en escrime. Donc, que j'ai toujours admiré pour ses prouesses physiques. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt lui qui m'a donné le goût du sport. Et puis, vers l'âge de 18 ans, je me cherchais un peu quel métier faire. Tu vois, c'est un peu toujours la question. Je savais que ça tournerait autour du sport, donc je me suis un petit peu essayé au début même en STAPS avant de me lancer en kiné. Alors, je suis pas resté longtemps en STAPS. J'ai dérivé rapidement vers kiné, même si les études en elles-mêmes me plaisaient beaucoup. Après, j'ai passé une certification de kiné du sport, où j'ai pris un peu plus en charge quand même des sportifs que d'autres patients, mais j'ai quand même fait toujours et encore aujourd'hui un petit peu de tout. Des enfants, des plus vieux, des sédentaires, parce qu'il faut aussi s'occuper de ces gens-là. Un peu. Un peu. Ok. Et quand tu étais kiné du sport, tu avais des spécialités dans un sport ou tu étais déjà sur la gym, tu faisais d'autres choses? Alors, non, j'étais pas sur la gym à l'époque. Très vite, ça a été le football. Ça s'est fait par hasard. Alors, par hasard, oui et non. Ma certification de kiné du sport, je l'ai passée à Kinésport Formation. Donc, j'hésite pas à leur faire de la pub parce que c'est un très bon organisme de formation, très sérieux. Voilà. Et il est vrai que j'ai eu beaucoup de formateurs qui étaient très spécialisés dans le foot. Donc, c'est un thème qui revenait souvent, même si on abordait les autres sports. Et puis, un jour, par hasard, j'ai eu un footballeur de haut niveau qui était blessé depuis longtemps, qui avait une pubalgie, qui m'a contacté au cabinet et puis, par hasard. Et puis, on a commencé à travailler ensemble et ça l'a fait. Il y a eu une certaine alchimie entre nous deux. Donc, à cette époque-là, c'était un joueur qui avait joué quand même en équipe de France jeune. Mhm. Et puis qui, à ce moment-là, était redescendu plutôt à jouer en national à cause de sa pubalgie. Il ne pouvait plus jouer au niveau qui était le sien. J'ai pu beaucoup l'aider. Et puis, ce jeune homme, il a pu reprendre le sport, le foot en tout cas, à un très bon niveau. Il a pu rejouer en D1 étrangère. Mhm. Et puis, pour des raisons plus personnelles, il a arrêté sa carrière. Et puis, à ce moment-là, il est devenu agent de joueur. Et puis, il m'a dit, j'aimerais que tu t'occupes de tous les jeunes que je vais prendre en charge, qu'on fasse de la prévention ensemble. Donc, au début, j'ai plutôt fait de la prévention pas mal dans le foot. Puis, après, je faisais quand même du tout venant. Oui, je faisais des judokas. J'avais des sportifs de tout lieu, de tout niveau, du sportif du dimanche comme du sportif de haut niveau. J'en ai eu un peu en sport de combat aussi, en sambo. Quelques nageurs, un peu de rugby. Voilà. Quand j'ai démarré, j'étais plutôt dans ces domaines-là, mais à chaque fois un peu par hasard, par bouche à oreille. Ouais. Voilà, qui venaient me voir au cabinet surtout. C'est intéressant. Tu veux continuer ton parcours ou je rebondis Ah non, directement? vas-y, avec Ça plaisir. ressemble à quoi de la prévention sur des footballeurs, sur de jeunes footballeurs? De la prévention sur de jeunes footballeurs. Alors, je vais le dire comme je l'ai fait à l'époque, parce Bien que je sûr, pense vas-y, que vas-y. je le verrai plus de la même manière aujourd'hui, mais à l'époque, j'allais sur des choses déjà finalement assez basiques. Je me suis rendu compte que même j'ai eu, je t'ai dit, ça se fait par hasard, mais j'ai eu très vite dans les mains des joueurs qui jouaient en D1.
j'ai eu un joueur notamment qui était en centre de formation quand j'ai commencé la prise en charge avec lui. Puis quelques mois plus tard, il est passé en pro. Et puis j'ai rapidement pu voir que même un joueur de première division, lui, il lui manquait certains prérequis de base. Même avec le niveau que j'avais en débutant la kiné, tu vois, tu avais des joueurs qui étaient pas capables même de te faire un air squat, même si je pense que c'est pas indispensable au jeu, me diront certains, c'est pas spécifique au football, mais en tant qu'athlète de haut niveau, je suis persuadé que ce soit un footballeur, un lanceur de poids, il y a quand même certains prérequis athlétiques qui sont nécessaires. Enfin, tu vois, quand tu vois un joueur qui sait même pas se fléchir et qui finalement était assez souvent blessé, bon, voilà. Là, donc la prévention dans le football, elle a été plus simple que ce que je pensais au départ. Je pense qu'aussi, entre-temps, les choses ont évolué. Hein. Je te parle de ça il y a plus de 10 ans, mine de rien. En me disant, le monde de la préparation physique, de la kiné du sport et tout a vraiment évolué, je trouve. Il y a plus d'informations, plus d'accès à l'information. Quand j'ai commencé, voilà, je le disais tout à l'heure, je suis pas vraiment vieux, mais je suis pas vraiment jeune, j'ai 38 ans. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore vraiment Instagram, Facebook commençait à se développer, donc il n'y avait pas trop de prépa sur Insta, sur Internet. C'est dur, ouais. Voilà, donc l'info circulait quand même un peu plus lentement. Et du coup, c'est vrai que en faisant des choses assez simples, avec un peu de bon sens, on pouvait déjà aider ces joueurs. Ouais. Avec de la musculation déjà de base qu'ils ne faisaient pas. Pas mal déjà. Ouais, c'était sympa. J'en profite. Qu'est-ce que tu penses des tests FMS? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu utilises? Eh Sans parler de ben, air squat, on retrouve un peu Ouais, cette chose-là. je les ai utilisés. Alors, je me suis pas formé SMS, mais je me suis formé plus ou moins auprès d'un préparateur physique qui était un ami qui avait fait la formation. Et puis moi, d'ailleurs, on se voit, je le salue, tiens, Fabien Mouget, qui est préparateur physique au Racing Métro, qui sera peut-être un jour un de tes interlocuteurs, si tu le veux bien. Et à cette époque-là, justement, quand j'ai travaillé un peu avec des footballeurs, ça m'a été utile pour certains tests, surtout que j'étais très novice dans ce domaine-là. Donc, ça m'a aidé à avoir un cadre, de bilan, surtout. Voilà. Donc j'ai pu travailler un petit peu avec ça au début sans être officiellement formé. En tout cas, je m'en suis inspiré. Le FMS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de 7 mouvements qui, selon un score qui va de 1 à 3, définit un risque potentiel de blessure sur l'athlète. Et le air squat, alors air squat avec un bâton au-dessus des oreilles, donc un overhead squat, est un des fameux tests et, à mon sens, un des plus parlants. Parce qu'on voit beaucoup de pieds qui s'affaissent, de valgus, de manque de gainage, de manque de mobilité, des raideurs de chaîne postérieure, beaucoup sur ces tests-là. Et aussi des shifts, donc des décalages sur un pied ou sur un autre. Et c'est un test que je fais systématiquement. Si je ne fais pas le FMS entier, sur certains, un overhead squat, la personne n'y a droit. Et c'est vrai que c'est vraiment parlant. Donc, tu parlais du air squat. Effectivement, si je n'arrive même pas à fléchir, c'est compliqué de maîtriser son corps dans l'espace sur des fonctions complexes. En tout cas, c'est que mon avis. Mais je le partage, le overhead squat. Je trouve que c'est un outil de bilan qui montre déjà beaucoup de choses de manière globale. Je te rejoins là-dessus. Et après la kiné, tu as glissé sur l'ostéo, c'est ça? Alors, ça s'est pas fait tout de suite. J'ai d'abord glissé sur la préparation physique, justement. D'accord. À cause de comme je te le disais, ce manque de légitimité que je me ressentais un peu. Parce que donc, grâce à ces footballeurs et ces agents avec lesquels j'ai un petit peu bossé, j'ai eu l'occasion de les aider à monter des camps d'entraînement. En fait, on faisait des camps d'été de pré-saison. Ils m'ont dit, tu veux pas venir avec nous, tu feras un peu de prépa, des abdos. Alors à l'époque, je travaillais aussi déjà un petit peu à l'Institut de Gasquet, je commençais. Donc les abdos hypopressifs, voilà, aujourd'hui, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, on en avait un petit peu discuté, ayant été formateur à l'Institut de Gasquet. Je pense que c'est un outil qui est utile et qui m'a beaucoup servi justement dans la prise en charge des pubalgies. Et
qui a été quand même pas mal réutilisé. Là, j'ai fait un symposium il y a 3 ans, je crois, sur le sujet de la pubalgie, 3 4 ans. Dans beaucoup de clubs de haut niveau maintenant, c'est quand même utilisé pour certains liens anatomiques entre le périnée et certaines chaînes fonctionnelles qui vont relier justement les adducteurs, les abdos profonds. Ça peut être un outil utile en tout cas à ça. Et donc, comme j'avais bossé sur la pubalgie avec ce footballeur, il me disait ah ouais, il faut que tu fasses ça avec eux en prévention aussi. Donc on a fait un peu d'éducation là-dessus pendant ces camps de pré-saison. Et puis voilà, je te dis, je me sentais de pousser un petit peu plus loin mes connaissances, notamment dans la planification, parce que planifier une semaine, ça va. Mais à cette époque-là, je me disais: «Putain, si je dois planifier, toute une année, les compétitions, c'est un autre job, quoi, c'est autre chose». Et donc à cette époque-là, donc Kiné, Sport Formation proposait de former les kinés à la préparation physique. C'était un peu les premiers à ce moment-là et j'ai fait, la première formation qu'ils nous ont donnée, là-dessus, donc une certification d'1 an et demi aussi sur le sujet. Aujourd'hui, tu bosses sur le pôle sport de Mou, comme tu l'as dit, en gymnastique. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien? Ouais, ça a été un peu après le foot. Du coup, je continue à bosser toujours un peu avec des footballeurs, donc et un jour, j'avais un collègue ostéo, qui bossait ici, là, au sein de mon cabinet, qui me dit: «Bah, tiens, moi, je bosse au pôle espoir de gymnastique à Meaux». Alors moi qui ai vécu à Meaux, depuis toujours, je le savais même pas et il me dit: «Bah, tiens, il cherche un kiné, là, pour faire des soins le soir, ça te dirait de venir?» Donc je dis: «Bah, ouais, OK». Donc encore une fois, j'y vais par hasard et donc oui, j'y suis allé, puis bon, je commençais à faire des soins comme ça, donc chez des gymnastes de haut niveau, qui avaient entre, 11 et 14 ans. Parce qu'un pôle espoir, c'est très jeune en gymnastique. La carrière, olympique, en tout cas, peut démarrer à l'âge de 16 ans. Alors donc en gymnastique artistique féminine, donc ça commence très tôt. Donc très tôt, elles s'entraînent, la moyenne, ça va être, 6 heures par jour sur des semaines de 5 jours, des fois, un petit peu plus longues. Donc c'est vrai qu'en kiné, tout de suite, il y a de la demande. Nous, on était là pour travailler et essayer de réparer un peu les bobos. Donc j'ai bossé comme ça pendant 2 ans, je crois de 2013 à 2015 à peu près, à faire des soins au pôle espoir de gymnastique. Et puis, au départ, pour pas te mentir, assez frustré de pas pouvoir faire grand-chose parce qu'on était, nous, on voyait les filles après l'entraînement, à l'internat, quand elles revenaient et puis, voilà, on faisait les soins. Donc on massait, on faisait la thérapie manuelle qu'on pouvait. On donnait 2 3 exercices comme ça: «Bah, tiens, fais ci, fais ça», mais bon, finalement, sans avoir de visu sur l'entraînement. Donc très rapidement, j'étais un petit peu frustré, finalement de pas de travailler pour rien parce que c'était quand même utile. Il y avait des soins de récup, mais je le trouvais assez limité. Et puis, vers, 2014-2015, j'ai commencé, justement là, ma nouvelle formation d'ostéo et puis après mes études d'ostéo, finalement, je suis revenu un peu à la gym par hasard et donc à cette période-là, il y a eu le covid. «Putain, on va être confinés, 1 mois ou 2, elles vont rien faire, c'est pas possible. Donc on va essayer d'organiser de la muscu, des étirements, des choses en visio tous les jours, faut les faire bosser tous les jours» et donc moi, j'avais continué, dans les formations yoga avec l'Institut de Gasquet. Donc j'avais appris beaucoup de choses, comme je te disais tout à l'heure, pour animer des groupes, faire du yoga. En gymnastique, tout ce qui était un peu hypopressif intéressait beaucoup parce que, on a quand même de bons résultats sur le terrain, en mêlant un peu cet outil-là, sur les fuites urinaires à l'effort qui sont quand même très présentes en gymnastique. Donc ils me disent: «Bah, tiens, toi, tu vas animer, 1 à 2 séances de yoga un peu périnée, hypopressif comme ça, par semaine». Je dis: «Bah, OK, génial», en plus, on avait du temps à cette période-là, donc super, je me suis mis à fond et puis, ça l'a fait pendant 2 mois, puis 2 mois passés, on a pu reprendre l'entraînement. En haut niveau, l'entraînement a pu être repris, à partir du mois de mai, je crois. Puis, les entraîneurs m'ont dit: «Bah, tiens, c'était bien les petites séances de yoga que tu faisais, ce serait bien que tu le fasses maintenant, qu'on continue. Donc est-ce que tu veux bien faire une séance par semaine comme ça, un peu prévention?» Je me suis dit: «OK, c'est cool, on va faire ce qu'on me demande pour le moment» et puis voilà et puis je l'ai fait pendant, un petit moment et puis jusqu'à ce que, donc j'ai travaillé pendant 2 ans là avec, je vais les nommer, leur faire un petit coucou, Sarah Salins et Eric Besson.
Et puis, un jour, en venant à l'entraînement, Sarah me dit: «Mais ça te dirait pas de t'occuper de toute la prépa générale? En fait, toute la préparation physique générale des filles, tu serais sur le Prat tous les jours avec nous, on t'embauche, voilà, est-ce que ça t'intéresse?» Donc sur le coup, finalement, est venue à moi cette proposition que j'attendais depuis toujours, mais pour laquelle, je me sentais encore pas légitime malgré toutes les formations que je faisais à droite et à gauche. Mais là, le fait qu'on me le propose, je dis: «Bah, tiens, peut-être que je vais me lancer, Mmh. peut-être que je vais le faire» et donc aujourd'hui, mon quotidien, c'est que je suis, donc partagé entre le cabinet où officiellement, j'ai arrêté la kiné libérale parce que ça me prenait trop de temps. Je fais que de l'ostéo en cabinet et ma kiné, je la fais avec les filles, sur le praticable. La kiné, la préparation physique avec les filles, les soins et puis, de manière ponctuelle en équipe de France, de gym, junior et puis de temps en temps des actions sur les seniors, les top 12 aussi avec l'équipe de Mmh. Meaux. Donc voilà, je m'occupe bien avec la gym, hein. Ça te fait un beau calendrier. Ouais, 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 ça m'occupe bien. On a parlé un peu d'abdominaux hypopressifs. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire plus, expliquer déjà ce que c'est? ouais. Pourquoi est-ce que c'est décrié ces dernières années? Alors, abdominaux hypopressifs, déjà le terme hypopressif, il est très connoté. C'est Coffrier qui parlait d'abdominaux hypopressifs. Donc c'est la méthode Coffrier hypopressif et puis Bernadette de Gasquel parlait plutôt de normopressif. Hem, donc en fait, sont des abdos où on va quand même remettre en lien, abdominaux, périnée et finalement ensemble du corps. On s'est rendu compte que, la pression intra-abdominale dépendait aussi, éventuellement du positionnement, de l'athlète, puis de sa façon de respirer. Donc c'est vrai que cette découverte-là, elle est très intéressante parce que beaucoup, d'athlètes n'ont pas conscience, de leurs abdominaux profonds, n'ont pas conscience de la façon dont ils respirent, n'ont pas conscience de leur périnée. La plupart des hommes même ne savent pas qu'ils ont un périnée. Ah bon? Voilà. Enfin beaucoup d'hommes en tout cas, pas la Ça, plupart, on hein, peut le dire, tous les mais hommes ont un périnée. Ça, voilà, je tous l'entends les hommes beaucoup ont un aussi. périnée, mais on en Heureusement parle d'ailleurs. ouais, heureusement, c'est clair et donc il y a un lien très étroit du périnée avec, une partie des abdominaux et je pense qu'aujourd'hui ce travail il reste intéressant ne serait-ce que, par développement du schéma corporel, voilà, de savoir où il est et puis, dans des sports comme la gymnastique où on a énormément de fuite urinaire à l'effort, chez la femme parce que, il y a quand même des différences anatomiques entre la femme et l'homme, sont, utiles à travailler. Alors il y a des études qui ont quand même montré que ce travail-là, il permettait de diminuer les fuites urinaires à l'effort dans certains sports, notamment les sports, à impact, des sports où il y a des sauts, des sports où la pression intra-abdominale est énorme. Ça ne veut pas dire qu'il faut, éliminer la pression intra-abdominale puisqu'elle est on peut pas l'éliminer quand on court, quand on soulève une charge, quand on fait un effort maximal. Donc il faut y être aussi préparé et je pense que, peut-être ce qui a été décrié, bon, moi je ne travaille plus pour l'Institut de Gasquet aujourd'hui donc voilà, je peux pas parler en leur nom. Peut-être ce qui a été décrié, c'est heu, des propos peut-être un peu trop fermé sur la façon de faire, les abdominaux, que j'ai pu avoir aussi moi une partie de ma carrière et puis, voilà, on évolue tous et on se rend compte qu'il y a des choses, voilà, qui sont complémentaires. Donc je travaille toujours avec, les abdos, hypopressifs, mais, dans certaines séances, je peux aussi être hyperpressif pour d'autres besoins. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Voilà et finalement de connaître un petit peu mieux, l'anatomie, féminine, les différences avec l'anatomie féminine et masculine, le périnée, les implications, de l'hypopressif, de l'hyperpressif sont utiles dans nos prises en charge. Ne serait-ce que pas, encore une fois, pour avoir des connaissances supplémentaires et quand on a, ces athlètes qui ont ces soucis, parfois même très jeunes, de les identifier et peut-être de les amener à travailler d'une certaine manière ou un petit peu différente, de manière plus progressive, tu vois? Partir de l'hypopressif vers l'hyperpressif ou faire un petit peu plus d'hypopressif à certains moments, voilà. Moi, en tout cas, ça m'est encore utile. Ça m'est encore très utile en complément d'autres choses. Ok. Pareil, est-ce que tu peux expliquer le rôle du périnée lors des abdominaux?
Alors, le rôle du périnée lors des Ou abdominaux. le lien avec les fuites Le, urinaires, pour les gens qui connaissent pas, pareil, ouais, ça peut être intéressant bah, d'en savoir plus. déjà comprendre que un périnée qui va peut-être subir de la pression intra-abdominale trop vite et trop fort d'un coup, parce que c'est toujours comme ça dans le sport quand il y a blessure, c'est qu'on n'est pas adapté à l'effort qu'on réalise. Bah, quand on parlait de 6 heures d'entraînement par jour pour une jeune gymnaste, bah, peut-être qu'elle va passer de son club où elle en faisait 10 par semaine et elle va en faire 30 par semaine d'un coup. Donc, bah oui, le changement, la variation en termes de volume de saut, par exemple, bah, il va être énorme. Et donc, l'impact sur le périnée à ce moment-là, pour peu qu'il y ait des variations anatomiques qui peuvent favoriser ça aussi, parce que toutes les filles n'ont pas forcément le même périnée. On parlait de morphologie tout à l'heure, bah, tu vas avoir certaines morphologies qui vont faciliter une pression à certains endroits du périnée qui vont être un peu plus délétères voilà, sur ça. Donc, bah, il va falloir être vigilant. Donc, c'est là que, bah, on va dire, certaines compensations en hypopressif, surtout lors de l'arrivée en pôle, peut être intéressante. Déjà, d'expliquer ce travail de découverte de la zone, essayer de compenser par même une respiration. La découverte de la respiration, déjà, a un impact sur le périnée, la façon dont tu respires. Est-ce que tu bloques tout le temps? Est-ce que tu es tout le temps en apnée? Bah, tu vas peut-être faciliter des poussées sur le plancher pelvien. Souvent, après, voilà, hein, je ne suis pas non plus un expert, mais souvent, les incontinences dans le sport, elles viennent par trop de poussées. En tout cas, une poussée que le périnée ne peut pas gérer. Et donc, il faut, dans ces cas-là, bah, déjà prendre conscience du plancher pelvien et l'entraîner à résister à cette poussée. Donc, de plein de manières différentes. Je ne sais pas si j'ai été clair sur Ouais, très clair, l'explication. Ouais. très clair. Et donc, le lien avec les abdominaux, il va être plutôt. Tu vois, tu as Thomas Myers, qui est très connu ces dernières années pour les Anatomy Trains, qui est un super bouquin qui parle de chaînes myo-aponeurotiques, myofaciales même. Et tu vas voir sur ces chaînes que le périnée est en lien bah, avec un tas d'autres muscles qui fait partie de la chaîne des psoas, du carré des lombes, du transverse, du diaphragme et des adducteurs. Donc tu vois, tous ces liens, ça fonctionne quand même ensemble. C'est le maillon d'une chaîne musculaire. Et donc, bah, travailler certains maillons de la chaîne peut être intéressant quand c'est peut-être un maillon faible, tu vois. Est-ce que toi, tu ferais un lien, ou est-ce que tu as peut-être lu des études entre une faiblesse du périnée et des pubalgies, par exemple? Ben, Parce qu'on sait que c'est peut-être souvent lié soit aux adducteurs, soit aux abdominaux. voilà, lié aux adducteurs et aux abdominaux. Je ferai pas un lien direct. Je me garderai de faire un lien direct parce que j'ai jamais lu ça. Ouais. En tout cas, l'utilité de travailler son périnée dans certains cas de pubalgie, j'ai pu le constater sur le terrain. Tu vois, par exemple, le test, j'ai plus le nom en tête, tu sais, où tu vas soulever l'athlète en gainage latéral, tu sais, tu vas le soulever par Ouais. les adducteurs. Le nom me revient Ouais, pas. je l'ai pas non plus. Ouais, mais bon, je l'avais. Ce test-là, tu peux avoir une douleur donc, au niveau de l'insertion, souvent du long adducteur, parce que c'est le seul qui a vraiment un tendon qui s'accroche sur la symphyse pubienne. Et quand tu vas contracter le périnée, tu fais un petit apprentissage de la contraction du périnée chez les gens. Tu t'assures un peu que contracte bien la zone. Et ben, tu réalises le même test chez certains patients, chez certains, pas tous, hein, avec une contraction du périnée, tu te rends compte que la douleur diminue. Et ça, j'ai pu le constater de nombreuses fois. Même sur certains exercices d'isométrie, ou travail de l'adducteur assez classique, contre un élastique, contre un mur, contre une poulie, tu associais ce travail de respiration et de contraction du périnée et la douleur diminuait. Et ça te permettait de travailler de manière un peu plus précoce. Donc aujourd'hui, ouais, je suis quand même assez convaincu que ça peut être, encore une fois, un outil, enfin en tout cas une zone à aller tester. On le fait pas systématiquement, mais bon, dans les symposiums que j'avais vus sur les pubalgies, ça commence à rentrer quand même, hein. Là, il y a quelques années déjà, il y avait Clairefontaine, des kinés de Clairefontaine qui bossaient en équipe de France, qui parlaient déjà de périnée, qui parlaient de transverse, qui parlaient de respiration. Je pense quand même que là, ça a été
dans certains sports, en tout cas dans certaines fédés, compris, et je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur le sujet. Mais il y a quelque chose à creuser, en tout cas. Dans, Ok. dans- dans cette idée de travailler en chaîne, le périnée, c'est utile, je pense. Bon, rendez-vous dans 5 ans alors. Peut-être. C'est ça, non? Et ouais, tu parlais d'abdominaux hypopressifs, hyperpressifs. Mhm. Euh, pour dire vulgairement, les abdos hyperpressifs, c'est les crunchs. Bah, entre autres, Un après, peu. dès que même tu vas soulever une barre en front squat qui est un peu lourde, qu'on parlait d'haltéro tout à l'heure, dès que tu vas, voilà, soulever une barre, alors je n'ai pas envie de donner de pourcentage parce que c'est différent d'une personne à Bien l'autre, sûr. mais bon, je sais que dès que tu vas avoisiner les 80% de ta RM, tu es déjà quand même hyper pressif, hein, sinon tu peux pas tenir ta C'est barre. clair. Donc rien que ça, déjà, c'est un gainage qui est hyper pressif. Euh, le crunch, en fonction de comment tu le fais, il peut amener plus ou moins de pression dans l'abdomen. Est-ce que tu le fais en respirant? Est-ce que tu le fais dans une grande amplitude de mouvement? Tout ça, ça va jouer sur la pression. Et puis, encore une fois, la morphologie de l'athlète. Est-ce qu'il a un thorax très rigide? S'il a un thorax très rigide, il a sûrement des chances d'aller mettre beaucoup de pression dans l'abdomen. S'il a un thorax un petit peu plus mobile, bah, peut-être un peu moins. Tu vois, il y a tellement de choses qui vont jouer sur l'hyper ou l'hypopressif que bon, bah, après, il faut aussi un peu faire ça aussi au cas par cas. Je voudrais pas être trop, comme j'ai pu l'être au début de ma carrière, être trop. Enfin, voilà, dire les crunchs, c'est de l'hypopressif. Bon, ça, enfin, c'est de l'hyperpressif, pardon. C'est mauvais. Je l'ai dit, et aujourd'hui, je le dis plus. Parce que ça dépend toujours du cas, ça dépend de l'athlète, ça dépend de la personne. Est-ce qu'elle en a déjà fait, est-ce qu'elle en a pas fait, ça dépend de ce qu'elle a comme pathologie. C'est sûr que si tu prends une femme en sortie de postpartum qui a des fuites urinaires, bon, c'est peut-être pas le meilleur exercice à appliquer. Maintenant, quelqu'un qui en a fait toute sa vie, qui a jamais eu de problème, pourquoi pas, tu vois. Là, je fais beaucoup de boxe taille en ce moment, plus personnellement. Tu vois, les crunchs, tu l'enlèveras pas aux boxeurs. Et pour autant, tous les boxeurs n'ont pas des hernies discales ou des fuites urinaires. Après, ils bossent aussi autrement, tu vois. Voilà. Enfin, donc l'hyperpressif, on peut l'avoir de plein de manières possibles, y compris en pliométrie. Tu vois, les athlètes qui ont le plus de soucis en fuite urinaire, là, je m'appuie sur des études que j'ai pu lire, notamment une étude statistique de Carole Maître, qui est assez vieille déjà, mais le trampoline, c'est plus de 80% des athlètes féminines qui ont des fuites urinaires à l'effort, si c'est pas 100%. Tu vois, et ça commence très jeune, quoi. C'est à l'âge de 15 ans. Donc, on se doute que voilà, les sauts, quand ils sont très jeunes, s'ils sont pas préparés, si on n'essaie pas de compenser un petit peu, bah, ils peuvent être délétères ou pas. Ça dépend encore une fois Ouais. des athlètes. Mais tu vois, tu as des sports qui favorisent quand même ça. On le sait aussi en force athlétique, tu as beaucoup de vidéos de femmes même qui urinent pendant un soulevé de terre. On Je ne veux peut dire, plus parler de fuite à ce niveau-là. ouais, ouais, Euh, là, c'est. Ce qui, moi, Ouais. me choque dans la force athlétique, c'est que ça paraît être normal. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit des femmes qui se font dessus pendant leur compétition, Mhm. Ouais, tout va bien. ouais, Et on sait que ça va créer des dégâts sur le long terme bien sûr. et que personne ne s'en occupe. Ça n'inquiète absolument personne dans les fédérations même internationales. Mhm. On passe le balai et puis suivant, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça C'est un assez peu dingue. banalisé, malheureusement. Et est-ce que toi, tu sais un peu justement les risques sur le long terme d'un périnée faible comme ça et des fuites urinaires à répétition? Ah, sur le long terme, déjà, en termes de performance, parce que après, la suite, c'est le prolapsus, Mm. et ça arrive. Ça arrive même à des hommes. Ouais. Alors, c'est très tabou, on n'en entend pas beaucoup parler, mais j'ai eu l'occasion d'écouter des proctologues dans un congrès sur le sujet. Et en haltérophilie, il avait déjà, du coup, tu vois, intervenu sur des prolapsus. Et donc, après, quand on est là, c'est opération. Et après, ouais, bon, bah, les suites, on imagine que c'est l'arrêt, c'est la Compliqué. performance qui va être diminuée, qui va être compliquée. Après, j'ai pas assez de recul, j'ai pas vu d'athlète. Moi, personnellement, j'ai pas vu d'athlète aller jusque-là. Les seuls patients que j'ai eu là-dessus, c'est après des accouchements un peu compliqués, des femmes assez âgées.
la force athlétique, je suis beaucoup de jeunes femmes. C'est très à la mode chez les jeunes femmes Ouais. aujourd'hui. Donc, en pratiquant un peu moi-même aussi, euh, j'ai pas mal d'athlètes qui viennent au cabinet pour les séances d'ostéo. Et finalement, à chaque fois qu'on parle un petit peu de ce sujet, bah, on a l'impression que ça n'inquiète pas, mais si la plupart des femmes, elles posent quand même la question. Dès qu'on aborde Ok. un peu le sujet innocemment sur une discussion, elles disent, bah si, quand même, depuis que j'ai commencé, je sens des pesanteurs. Voilà. Et je pense que même déjà en termes de performance, bah, c'est assez dérangeant parce qu'une jeune fille qui s'en fiche pas et qui a peur d'uriner pendant son soulevé de barre, bah, peut-être qu'elle diminuera en performance. En tout cas, en gymnastique, ça a été souvent un Fort problème. probable. Bah ouais, parce que des fois, tu as eu au bar des femmes qui ont été prises en photo avec un jet d'urine ou autre. Et déjà, psychologiquement, c'est dérangeant. Et moi, je pense que c'est une gêne à la performance. Forcément. Hmm. Forcément. Une fuite urinaire, c'est pas normal, quoi. Une fuite urinaire à l'effort, c'est pas normal. Ça ne doit pas l'être, en tout cas. Et sur le pôle espoir de gym, donc tu as des jeunes de 11 à 14 ans, tu nous le disais. Ouais. C'est une zone qui est assez sensible à ces âges-là. Comment Mhm. est-ce que toi tu l'abordes? Est-ce que tu as des méthodes pédagogiques pour discuter avec elles? Mhm. Comment est-ce que tu fais? Alors, ce que j'ai fait, déjà, on est 2 kinés à intervenir. Et j'ai fait exprès de faire intervenir Margot, qui est une kiné qui est spécialiste en urogynéco, qui déjà, bah, de par son positionnement de femme, peut parler plus facilement aux jeunes filles. Elles vont être moins gênées déjà, de base, pour faire des bilans, pour faire des choses. Donc je lui demande une fois par an de faire un bilan des filles à ce niveau-là. Et bah, déjà, moi, ça m'arrange beaucoup parce que bah, déjà, d'une, je suis pas spécialiste en urogynécologie. Donc elle est mieux armée que moi pour faire le bilan. Et puis bah, moi, ça me permet après, éventuellement, une fois que le terrain a été débroussaillé, de faire des exercices qui sont plus pédagogiques, où on va expliquer les choses euh, de manière à ce qu'elles comprennent en fait à quoi ça sert. Mais Margot débroussaille toujours le terrain. Pour moi, elle explique déjà beaucoup de choses. Hmm. Et donc moi, après, je vais être beaucoup plus ciblé sur la partie abdominaux et faire des liens avec ce qu'elles ont vu avec Margot. Je leur fais toujours aussi redire, bah tiens, qu'est-ce que vous avez compris de l'intervention de Margot? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué? Puis bah, j'essaye de m'appuyer sur son travail aussi pour le ressenti. Et voilà, ça c'est vrai que c'est plus utile parce que, enfin c'est utile parce que bah, de par ta position d'homme, chez des jeunes filles athlètes, bah, ça peut être un peu délicat de parler de cette zone. Donc ça m'aide beaucoup. La présence de Margot m'aide beaucoup. Donc si moi je suis entraîneur, je suis Mhm. dans mon club, Mhm. je suspecte une fille d'avoir des problèmes de fuite urinaire, quel que Mhm. soit son âge. Tu conseilles plus d'envoyer justement chez un kiné ou une kiné spécialisée en urogynéco Mhm. plutôt que d'en parler moi-même. Je lui dis quoi? Je lui dis Bah, bah tu devrais aller voir une kiné. en parler avec l'athlète, Hmm. c'est plutôt bien. Du coup, être peut-être formé sur le sujet pour savoir quel mot employer, Ouais. parce que c'est pas évident. Mais de toute façon, le bilan ne pourra toujours être fait que par une spécialiste. Et là, effectivement, je conseille de faire ça avec une ou un kiné spécialiste en urogynécologie qui a un peu l'étiquette, qui est là pour ça. Parce que Hmm. quand on s'adresse à un jeune public, il faut quand même bien cadrer les choses. Et c'est important de le faire, je pense. Euh, voilà, et puis ben, ouais, moi je conseillerais de renvoyer vers un spécialiste. Ok. Ah, c'est vrai que c'est jamais évident d'aborder ces sujets, de peur de Mhm. que ce soit mal perçu aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ouais, Pour se protéger soi-même aussi, hein. c'est ça. En tant qu'entraîneur, C'est ça. c'est important, Surtout en ce moment, on entend je beaucoup pense. d'affaires qui commencent à sortir et Ouais, il vaut mieux éviter d'avoir un problème sur un truc aussi anodin que bien ça, sûr. quoi. Bien sûr. C'est pour ça, bien choisir ses mots et vraiment travailler en groupe, en fait, comme on le dit depuis le Mm. début, hein, travailler ensemble avec chacun une spécialité assez définie, c'est plutôt bien quand même. On parlait de force athlétique. Ouais. Le bracing, tu connais? Mhm. Pas. Ouais. Alors j'en ai un peu entendu parler. Si tu peux me rappeler. Alors, le bracing, c'est une façon de respirer et de mettre une pression sur le caisson abdominal Voilà. pour avoir plus de force lors de la remontée d'un squat, par exemple. Ouais. Ça Alors se fait sur d'autres mouvements, mais c'est pour ça que je t'ai fait répéter pour être sûr. ouais. C'est ce qu'on appelait un peu plus la manœuvre de Vassalva. Oui. Du coup, Oui. je le connaissais plus sous Ouais. cette. Oui, donc je connais. Et tu voulais savoir ce que j'en pense. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu l'utilises aussi en gym? Parce que je pense que ça peut avoir des utilités. Est-ce que... Ben, alors, moi personnellement, bah,
pendant mes séances de Mhm. force, vu que bah, dès que tu atteins des niveaux de force assez élevés, tu n'as quand même pas le choix. Ouais. Et comme je le disais, c'est important de savoir respirer et de connaître son corps. Et je pense que cette manœuvre de Valsalva ou bracing, ça fait partie un petit peu de la boîte à outils. Savoir ce qu'on fait, surtout savoir quand on le fait, Mhm. finalement, parce qu'il peut y avoir aussi des athlètes qui l'utilisent tout le temps ou qui sont tout le temps bloqués et qui ne le savent pas parce que tout simplement, ils ne connaissent pas la méthode. Donc, effectivement, ça peut m'arriver de travailler en apnée, de travailler en apnée inspi, de travailler en apnée expi. Aussi, je m'étais intéressé pendant un moment à la méthode Wim Hof, Ouais. donc sur les pompes en apnée inspi, les pompes en apnée expi. Donc tout ça aussi, c'est un apprentissage hein, finalement, parce que moi j'ai des athlètes qui sont très jeunes, qui connaissent pas leur corps en fait. Et mon but, moi, dans un souci de prévention, alors euh, c'est vrai que il y a d'autres kinés qui partagent cet avis là, ou d'autres prépas, que le mot de prévention, il est un peu galvaudé parce qu'on peut pas prévenir la blessure, hein. À partir du moment où on fait du sport de haut niveau, c'est vrai que c'est compliqué, on se blessera. Ouais. Nous, notre but, c'est de préparer le corps à subir la contrainte qu'il va subir dans l'activité. Donc de préparer au mieux pour l'activité. Et comme ça, effectivement, on va avoir un impact peut-être qui va aller vers la diminution du risque de blessure. Donc, en ce sens-là, apprendre le bracing, mais comme un tas d'autres choses, peut être utile. Un outil parmi d'autres. Un outil parmi d'autres, effectivement. Ok. Euh, on peut parler un peu de la préparation physique des jeunes. On sait Ouais. que c'est quand même un domaine où beaucoup de préparateurs physiques sont un peu frileux Mhm. parce qu'il y a des idées reçues qui ont la dent dure, Ouais. qui a peu de partage de connaissances, même si ces dernières années, ça commence à aller mieux. Mhm. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ok. Eh ben, vaste sujet, parce que bah, quand j'ai dû prendre ces responsabilités de préparation physique au pôle sport de Meaux, je me suis dit, bah ouais, mais là, je vais pas entraîner des adultes. Enfin, je vais pas préparer des adultes, c'est pas des adultes miniatures. Donc il y a des choses à voir, surtout que la période à laquelle on prépare ces filles, c'est la plus délicate. Parce qu'elles arrivent pour les plus jeunes, même certaines à 10 ans. C'est l'entrée en sixième en fait. Donc certaines qui ont sauté des fois une classe arrivent à 10 ans. Puis on les lâche à 14 ans. Donc on va avoir la période prépubère, pubère et même post-pubère pour certaines. Et là, il se passe un tas de choses chez une fille. Euh, donc on est obligé de prendre en compte tout ça. Donc j'ai dû beaucoup creuser cette question avant de commencer à travailler. Déjà, qu'est-ce qui se passe au moment de la croissance, donc la période de puberté? On a une première chose que j'ai dû creuser un petit peu, c'est le pic de vélocité de croissance. Donc ça va être une première phase où les membres inférieurs vont s'allonger. Ils vont grandir plus vite que le tronc. Donc avec un tas de soucis, bah, du coup une perte de repères en gym qui peut avoir des conséquences. Mm. Donc on pense déjà, bah, ne serait-ce que par rapport aux figures, les pertes de figures, tout ça, avoir un corps qui change, alors qu'on est en train d'apprendre à vriller dans son salto, bah, ça peut être un peu dérangeant. Donc il faut essayer de déterminer cette période. Alors heureusement, on a des outils pour la prévoir un petit peu cette période, Mhm. plus ou moins. Et on dit qu'autour du pic de vélocité de croissance, on va être plus vigilant au moins 6 mois, 3 à 6 mois avant cette période et 3 à 6 mois après, où on va décharger un petit peu les athlètes pour respecter le pic et travailler plus les aspects techniques et de coordination et aussi d'assouplissement. En tout cas, c'est ce qui est conseillé dans ce que j'ai pu lire. Parce que bah, les os poussant plus vite que tout le système musculaire et tendineux, on va aussi avoir des fois chez certaines athlètes de la raideur qui s'installe. Et en gym, ça peut être un peu problématique et il faut pas le croire. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les gymnastes, on les croit toutes souples, elles ne le sont pas forcément toutes. On a des fois des profils très explosifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gymnaste explosive et souple, mais on a des fois ces profils un petit peu très très fortes pour de l'acrobatie, très très explosifs, qui peuvent être parfois un peu raides, donc qui vont performer énormément au saut ou même un petit peu au sol sur des grosses accros, et puis peut-être un peu moins artistiquement,
voilà, poutres, tout ça. Et, euh, et donc ça, c'est une première chose, le pic de vélocité de croissance. Alors il y a la méthode de Meerwald. On va rentrer des données, on va mesurer les filles en position assise, en position debout. On va prendre leur poids et on va rentrer ces données. Maintenant, on l'a facilement sur Internet. On a des Excel qui la calculent parce que c'est une équation super complexe. On peut vraiment se tromper facilement. Donc, il y a des tableaux Excel qui la calculent vite. Donc, en fonction de l'âge, du poids, de la taille assise et de la taille debout. Et on va calculer une période de pic de vélocité de croissance. Et là, maintenant, on essaie de leur faire ça à l'entrée en pôle. Voilà. Il y a même des tests qui sont prévus au niveau de la Fédé qui sont un petit peu plus poussés, qui vont aussi un peu sur le côté neurotypologie, action tape, je sais pas si ça te parle. Ouais. Voilà, si elles sont plus aériennes, plus. Bon, on essaie de prendre ça aussi en compte. Et puis un peu. Bon, après, des profils un peu force-vitesse, mais bon, je sais pas s'ils veulent encore dire grand-chose à cet âge-là, parce que ça peut énormément bouger, mais bon, ça donne quand même une petite tendance. Ouais. Donc tout ça, on en tient compte. Et puis, bah voilà, il y a tout un tas de facteurs sur lesquels j'ai voulu travailler, notamment, c'est que le gros problème de la gymnastique, c'est que c'est un sport à spécialisation très précoce. C'est même pas précoce, c'est très précoce. Et il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui démontrent que plus on spécialise des enfants tôt, plus les risques de blessures sont accrus à arriver à un certain âge, entre 15 et 18 ans, plus les carrières sont courtes, plus il y a de la lassitude aussi psychologique. Donc moins elles vont performer longtemps, et voire même performer tout court. Ça, il commence à y avoir quand même pas mal de recul dessus. Sauf qu'on est un petit peu embêté, comme on le disait tout à l'heure, une fille, elle va en gymnastique au JO, elle peut commencer à 16 ans. Alors on voit quand même que ça change. Les pics de performance des gymnastes aux Jeux Olympiques sont de plus en plus vers l'âge de 20-21 ans. Donc c'est qu'il y a eu aussi une évolution dans l'entraînement. Et de ce fait-là, ce qui était conseillé, notamment il y a des sources pour ça, par exemple le DLTA des Canadiens, qui conseille de faire d'autres activités. Et moi, dans ma préparation physique, c'est ce que j'ai essayé un petit peu de faire. Ça n'a pas été facile parce que la gym, c'est quelque chose de très martial. Il y a une culture aussi. Comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'anciens dans cette discipline. Et puis, bon, bah voilà, on a toujours un peu pratiqué comme ça. Moi, quand j'ai commencé à faire de la boxe avec des gymnastes, on me dit, mais il fait quoi lui Il n'a pas tout compris. Ouais, voilà, non, nous, on veut qu'elle soit gainée, alignée, tout ça. C'est tout, quoi. Et donc, j'ai dû le justifier. Alors, heureusement, les deux entraîneurs avec lesquels je travaille ont adhéré à ça parce que je leur ai expliqué. Je leur ai dit, bah, voilà, je leur ai expliqué ça. Et eux ont l'expérience. Ils ont vu des filles qui ont performé très jeunes et puis qui ont eu une carrière courte, ou alors des filles qui ont performé très jeunes et puis depuis qu'elles ont fait leur première grosse compétition internationale, qui n'ont pas réellement changé leur contenu, qui n'ont pas beaucoup évolué, qui tiennent difficilement. Donc c'est vrai que ça leur parlait. Et puis ils ont aussi ce retour d'études diverses et variées. Donc le but, moi, c'était d'essayer d'apporter quand même des disciplines qui pouvaient quand même plaire un peu au coach. Enfin, quand j'ai parlé un peu d'haltéro, je fais faire de l'haltérophilie à ces jeunes filles. Alors, on a acheté du matériel, tu vois, des barres d'haltéro de 6 kilos, mais qui sont professionnels avec les roulements et tout, des poids, tu vois, qui sont calibrés comme les vrais poids, la même taille, mais qui font 2,5 kg. Les poids techniques d'haltéro. Voilà, alors des fois, quand j'avais commencé un peu à publier sur Insta des premières séances d'haltéro avec les pitchouns qui avaient des gros poids, mais qui finalement faisaient même pas 9-8 kilos, qui soulevaient autour de leur tête. Oh là là, mais t'es fou! On parlait d'idées préconçues, tu vois, c'était très. Mais l'haltéro, tu vois, c'est aussi un apprentissage, c'est intéressant parce qu'on disait c'est technique, il y a beaucoup de choses à maîtriser pour pouvoir soulever une barre au-dessus de sa tête. Donc, ça leur donnait aussi un intérêt à travailler d'autres gestes, des soulevés de terre, des squats.
Elles se disent: «Ah bah ouais, mais grâce à ce squat, je vais pouvoir soulever ma barre en haltéro», parce elles aiment faire, d'autres choses en Mmh. plus. Comme elles font beaucoup la même chose, beaucoup de gymnastique, dès que tu leur proposes une autre activité, en plus, ça devient ludique et hem et en gym, tu as quand même beaucoup d'extensions de bassin, beaucoup de Ouais. poussées sur les jambes, beaucoup de réceptions. On sait que l'haltéro, ça peut être utile, c'est pas la panacée, mais ça leur sera utile et dans ce sens de développement moteur un peu, différencié, bah, c'était intéressant. Donc je continue de travailler un peu là-dessus, d'essayer de l'aborder un peu différemment tous les ans. On fait beaucoup de choses, hein, on fait pas que de l'épaulé jeté ou ça vient même presque en dernier, mais on a fait Mmh. beaucoup de choses de d'apprentissage de swing, tu vois? Ne serait-ce qu'avec un kettlebell, de snatch, de mouvements comme des Turkish get up, des choses qui tournent autour de l'univers de l'haltéro et qui leur sont très utiles, en fait, avec très peu de charge, en tout cas, la charge ne doit pas faire peur, à partir du moment où elle est adaptée au niveau de l'athlète et ce, même pour un enfant. Ça ne ralentit pas la croissance. Il y a plein d'études qui prouvent le contraire aujourd'hui. Après, si j'avais noté quelques trucs, Ouais, tu peux en les si passer, je les ouais, ouais, mettrai sur sur voilà, l'article, il y a des choses, hein, sur carrément. lesquelles je m'appuie, hein, j'invente pas. Au contraire, ça a tendance à stimuler et il y a un tas de petites pathologies qu'on a quand même beaucoup moins qu'avant. Alors, on n'a que 2 ans, on va dire qu'on n'a pas de recul. Mais Mmh. sur ces 2 ans, on a eu moins de petits soucis, de tendinopathie, surtout d'ostéochondrose. Mmh. Tu vois? Ça, c'est un des gros problèmes en gymnastique, les ostéochondroses au niveau des talons, au niveau des genoux, même des coudes. Alors je dis pas qu'on en a plus du tout, mais la quantité diminue, on les gère mieux. Quand on en a, elles reviennent plus vite. Voilà, je pense que ça aide à la prévention. À partir du moment où, on le disait tout à l'heure, un athlète, il doit savoir faire d'autres choses aussi. Et tu as même des pourcentages dans les études, qui ont été montrés. Par exemple, entre l'âge de 8 et 15 ans, un enfant doit avoir, de l'activité, différente, non spécialisée. Et on va dire que alors les certaines études, elles montrent même jusqu'à 40 d'autres sports, d'autres pratiques, que l'activité, dans laquelle ils se spécialisent. Bon, à 8 ans en gym, on Ouais, fait ouais, déjà tu fais beaucoup et à 10 ans, c'est difficile d'avoir 30-40 d'une autre pratique. Mais si tu prends la préparation physique en tant que telle et que mmh, tu apportes beaucoup de choses nouvelles, tu développes quand même leur schéma moteur. carrément. C'est bête, mais faire du squat, faire du soulevé de terre, faire ces choses-là, c'était des choses qui sont pas énormément faites en gym, bizarrement, alors que ça reste un sport qui est quand même un sport de jambes Mmh. et de bras. On a 3 agrès de jambes et un agrès de bras. L'agrès de bras demande beaucoup de force quand même dans les bras, donc nécessite d'avoir une bonne qualité musculaire et des bons apprentissages aussi au niveau des épaules, enfin une bonne, proprioception et une bonne coordination, au niveau du haut du corps, mais en bas aussi. Et en bas, finalement, c'était moins pratiqué. Le OK. squat, les fentes chargées, tout ça. Mmh. Mais quand tu sais qu'une gymnaste, elle va se prendre jusqu'à 15 fois le poids du corps sur ses genoux, en réception sur certaines figures, bah, finalement, avoir son poids à gérer, en squat, c'est pas si, déconnant que ça, c'est pas, si délétère que ça. Maintenant, si du jour au lendemain, tu lui mets une charge de malade sur le dos, bah oui, forcément, tu vas la blesser. Mais encore une fois, si tu respectes, une certaine progressivité, un apprentissage qui t'est aussi utile à son apprentissage moteur, bah, c'est génial parce que tu fais d'une pierre deux coups. Tu renforces pas juste pour renforcer. Mmh. Tu renforces, mais tu apprends. Tu apprends à maîtriser son corps dans l'espace. Tu parlais de valgus dynamique tout à l'heure, bah, tu vas lui apprendre à en prendre conscience. Tu vas faire le travail de mobilité. Du coup, tu te rends compte qu'une jeune fille, elle arrive pas à descendre en squat. Alors, c'est pas grave en soi. Elle pourra sûrement faire sans avoir un squat complet. Mais tu te rends compte que c'est limité par sa flexion dorsale de cheville et que peut-être, vu qu'elle est en pleine croissance, qu'elle a encore, du jeu devant elle, on peut peut-être gagner là-dessus et tu vois que, bah, ouais, en 1, 2, 3 ans, tu gagnes là-dessus. Bah, quand elle arrivera en avant sur ses malheureusement des fois au sol, sur ses réceptions et ben, au lieu de se défoncer la cheville, ou, de Mmh. chuter gravement, elle sera plus à même de gérer la contrainte et tu vois,
Ça se justifie, tu vois? Tu peux en parler aux entraîneurs parce que souvent, c'est par méconnaissance qu'on ne fait pas les choses. Bien Bon, sûr. après, ils m'ont dit, totalement, avec franchise, les entraîneurs avec lesquels je travaille: «Bah, ouais, mais moi, ça, ce travail de squat, de musculation, d'haltéro, je connais pas et je me sentirais pas de le faire». Donc c'est cette complémentarité qu'on a pu s'apporter les uns, les autres qui a été intéressante, tu vois? Moi, j'ai appris beaucoup de choses, par contre, sur l'acrobatie. Je j'arrivais pas à voir une vrille avant, j'arrivais pas à comprendre certains détails techniques, donc j'ai été beaucoup sur le prat. Ils m'ont laissé énormément de place sur le praticable pour observer, même pour mettre la main à la pâte, apprendre à parer, où je me suis arrêté à des figures simples, après avoir manqué de crever l'œil, d'une fille. Non, Ouais, je ça rigole, fait mais peur quand on les voit en vidéo, on ah se dit: ouais, «Ah ouais, ouais, ça va vite». ça va vite ça. En fait, parer une figure de gymnastique, ça demande Mmh. une grande connaissance de la gymnastique déjà et des figures et puis, bah, après il y a un truc, bah, pour en avoir parlé avec, des entraîneurs qui sont incroyables, qui ont un temps de réaction qui est fou. Tu sais, on Mmh. voit ces vidéos où on se dit: «Putain, tac, là, Ils il la anticipent, rattrape, au ouais, bar», ouais. tu te dis: «Mais comment il fait pour anticiper?» Bon, bah, il y a un peu, un feeling aussi, tu parles avec eux, ils ont Mmh. un feeling, ils connaissent tellement la gym que le gars, il voit la manière dont elle a attaqué la figure déjà, qu'elle va pas arriver, à rattraper la barre quand elle va sauter et du coup, il a déjà anticipé. Il ça passe pas par le cerveau, quoi, c'est un réflexe Ouais. et et ouais, c tout cet apprentissage, moi, ça m'a enrichi énormément, quoi et aussi me permet de comprendre parce que encore aujourd'hui, je me considère comme un élève dans le milieu de la gym et encore aujourd'hui, je modifie, ce que je fais. Je me dis pas: «Bah, ça y est, j'ai trouvé la bonne méthode, il faut faire ci, il faut faire ça». Non, il y a des choses que je comprends aussi de la gym encore aujourd'hui et puis, bah, que j'essaie de parfaire un peu ma prépa, avec ça. Est-ce que tu as essayé toi de pratiquer un peu la gym du coup? Ouais, je Ça m'y t'a donné envie? suis ouais, 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 j'ai essayé quelques saltos, j'ai fait peur un peu à Sarah, elle rigolera, je pense, quand elle va entendre ce podcast parce que, étant judoka, je suis un petit peu casse-cou et je lui dis: «Mais t'inquiète, au moins la seule chose que je sais Ça faire, c'est passe. tomber. Oui. Je sais tomber». Elle me disait: «Non, mais tu te rends pas compte, tu peux te tuer». Alors j'ai tenté, ouais, des saltos arrière, des saltos avant sur trampo, j'ai tenté des doubles. Elle me dit: «Mais non, fais pas ça». Je suis aussi, bah, elles ont beaucoup ri les filles, hein, elles m'ont un peu visité, hein, elles m'ont fait faire des sauts de 4 mètres, tu vois? D'une Ouais. fenêtre dans Ouais, une ouais. fosse, des sauts en arrière, d'une barre de 2,50 m, qu'est-ce qu'elles m'ont fait faire? J'ai fait des séances de poutres avec elles, donc tu vois? Où j'ai dû, mettre un peu mon ego de côté et travailler un peu la mobilité, la souplesse sur une poutre. Je suis pas très gracieux, mais ouais, j'ai essayé et j'essaye encore. Alors là, j'ai un peu lâché. On a eu une année un peu difficile, un peu sport, Ouais. donc j'ai eu moins le temps, mais je leur ai promis là que je retournerai un peu sur le Prat, faire encore le cobaye, Tu nous feras des vidéos. ouais, ouais, j'en avais fait quelques-unes sur mon Insta, j'avais assumé, d'être mauvais en gym. Et pour revenir sur le périnée, Ouais, quelle méthode tu peux, décrire, pour quelqu'un qui ne connaît pas trop? ouais. Comment est-ce qu'on le travaille? Heu, Quel est vraiment l'intérêt de le travailler, Mmh. Bah, déjà le premier intérêt, je dirais, pour tout le monde, si on généralise, Mmh. c'est, de mieux connaître son corps. Ça déjà, c'est en tant que, voilà, kiné, prépa, on peut on peut que, encourager les gens à connaître leur corps. Pratiquer, du sport, c'est, mieux connaître son corps. Donc, bah, la découverte, c'est, déjà être, peut-être capable de contracter ou pas contracter son périnée. Alors ce grand mystère, mais comment on fait? C'est, déjà de manière assez simple, hein, attention, hein, les gens qui pratiquent l'urogynéco en cabinet auront beaucoup plus de subtilité que moi. Moi, je vais être très généraliste, ça va être retenir une envie d'uriner ou un gaz et déjà essayer de sentir quelque chose. Après, plutôt, on peut aussi essayer de mettre, les mains au niveau des ischions et retenir une envie d'uriner ou un gaz. Poser ses doigts sur son coccyx, sentir la mobilité du coccyx quand on va, contracter son périnée. Sentir directement le plancher pelvien en mettant la main, au niveau des organes génitaux. Ça, voilà, c'est déjà une découverte et après, voilà, l'utilité, bah, elle sera fonction de chacun. Certaines personnes ont besoin de plus le travailler que d'autres parce qu'il y a des soucis à ce niveau-là et puis, bah, encore une fois, le travailler, ça peut aussi passer par, hem,
le travailler directement et le travailler indirectement via la respiration. Parce que Mm. la respiration aura un impact sur le plancher pelvien déjà de manière réflexe. Inspirer, ça pousse sur le périnée, ça génère une petite contraction réflexe. Expirer de manière forcée, ça fera remonter le plancher pelvien. Donc tout ça voilà, ça aura un lien. Travailler sa Mm. respiration, même déjà, ce serait même, avant de travailler le périnée, moi je travaillerais sur la respiration. Parce que c'est ce qui est le plus dysfonctionnel chez la plupart des gens. Ouais. Et travailler sur sa respiration, ça va avoir un impact sur le périnée, mais pas que. Sur le dos, sur les viscères, sur la digestion, sur un tas de choses, sur l'oxygénation. Est-ce que je respire plus par la bouche? Est-ce que je respire par le nez? Est-ce que je sais respirer par le nez? Mm. On parlait de Wim Hof, j'avais fait une formation avec un de ses disciples, entre guillemets, c'était Leonardo, je ne me souviens plus de son nom, et qui a écrit un bouquin sur la respiration qui est super. Je redonnerai les refs Mm. si certains les demandent. Qui expliquait que effectivement la respiration naso-nasale, par exemple, quand on dort, elle est primordiale. On va pas récupérer de la même manière. Pareil, il s'appuyer sur des études scientifiques là-dessus. Et beaucoup de gens respirent par la bouche quand ils dorment, par exemple. Ouais. Donc rien que ça, en prendre conscience, ça peut avoir un impact aussi sur la performance. Quand tu vas en parler à tes athlètes, s'ils ont un mauvais sommeil, on peut faire toutes les stratégies de récupération qu'on veut derrière, de la glace, les machines à 10 000 boules, mais s'ils dorment pas bien, ça sert à rien, quoi. Il y a des basiques comme ça, il y a des Ouais. fondamentaux à côté desquels on peut pas passer, quoi. Donc ça aussi, on essaie d'en parler. C'est vrai que la qualité de sommeil, on n'en parle pas assez, Ouais, mais la nutrition, l'hydratation, le sommeil, c'est les piliers. facteur numéro 1 de la récupération. Tout le reste, c'est du gadget à quelques pourcents. Ouais, ouais, 99% de la récup, c'est ça. exactement. Donc, quand tu as un athlète qui va bouffer McDo 3 fois par semaine et qui te dit ouais, moi il me faut des bas de contention ou du froid, Ouais. non, déjà Ouais. mange bien et on en rediscute. Clairement, on peut effectivement lui apporter ses accessoires, mais surtout aujourd'hui, c'est devenu compliqué le sommeil avec les jeunes, hein, parce que le portable jusqu'à tard, ça on le sait aujourd'hui, ça favorise pas le sommeil. L'alimentation qui est de plus en plus problématique, de plus en plus transformée, de plus en plus très sucrée, très dans le plaisir finalement. Nous, on essaie, hein, on travaille avec une nutritionniste aussi Ouais. à au Pôle Espoir. Et on essaie de passer le message. Je me souviens, la première fois qu'on a fait un stage avec le groupe qu'on a eu, là, le premier stage qu'on a fait beaucoup d'éducation là-dessus. On faisait nous-mêmes la bouffe et je leur ai fait découvrir, par exemple, les petits déj salés, plutôt protéinés le matin. Alors, je m'y suis mis moi-même à faire les toasts le matin pour les gamines. C'était top. On avait un petit groupe au départ. On avait pu partir sur un stage d'une semaine. Et ouais, il y en a, c'était la première fois qu'elle mangeait salé le matin. D'habitude, c'était le bol de céréales, plutôt avec 80% de sucré. Alors, voilà, il y a des habitudes qu'on ne peut pas déconstruire comme ça. Mais quand on est une athlète de haut niveau, on sait que sur la nutrition, il y a certains facteurs, notamment au niveau de l'attention, qui peuvent jouer, quoi. Quand tu vas commencer ta journée sur quelque chose de très sucré, tu vas favoriser un pic d'insuline, avoir des coups de mou derrière. On peut... Voilà, ça encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas mal de choses sur lesquelles j'ai pu me former, pas mal d'études qui le montrent. Et on va essayer de trouver des alternatives parce qu'après, toutes peuvent pas passer à l'œuf et le jambon le matin. C'était un peu hard pour certaines, donc on trouvait des choses. Et il y en a certaines qui ont réussi à changer ça, par exemple. Ouais. Pour le sommeil, c'est déjà plus compliqué, hein. Alors on a un internat au Pôle Espoir, donc ça c'est bien, on est quand même en lien avec les maîtresses d'internat qui nous disent: tiens, elle a tendance à se coucher tard, elle dort bien. On a une application de suivi aussi du sommeil. Après elles mettent aussi ce qu'elles veulent bien mettre dessus, hein. Donc Bien sûr. on essaie de suivre, on essaie de sensibiliser. Faut pas oublier, nous, qu'on est là dans une période, tu vois, si tu te réfères au DLTA, c'est apprendre à s'entraîner et s'entraîner à s'entraîner. Donc on est dans leur période éducative d'athlètes de haut niveau. On leur apprend à être athlètes de haut niveau. Et si on a bien fait notre job, à la fin de la sortie du Pôle Espoir, elles sont athlètes de haut niveau, elles se connaissent, elles savent sur quoi elles doivent insister et elles vont encore continuer de découvrir dans leur carrière parce qu'elles commencent très jeunes. Mais voilà, on doit au moins avoir fait ce boulot de base éducatif,
de développement du schéma corporel et puis, bah, bien sûr, leur avoir apporté, ce qu'il faut en gym. Bon, ça, c'est plutôt le boulot des entraîneurs, hein. Et puis, bah, aussi, même sur le plan mental, tu me parlais de prise en charge mentale, en off, bah, c'est là aussi que se fait un peu l'athlète. C'est là qu'on va voir si, bah, si elles sont capables Mmh. ou pas, mentalement, si elles ont besoin d'aide psychologiquement ou pas, heu, si elles reçoivent bien cette aide ou pas et finalement, bah, si ça le fait. Parce qu'on parlait de piliers, donc à savoir, la nutrition, le sommeil, mais il y a aussi, la faculté à supporter les charges d'entraînement. Est-ce qu'elles ont aussi, toujours envie de ça à la sortie, tu vois? Tu arrives à 10 ans, quand on a 14, tu déjà plus la même personne, c'est plus la même fille. Est-ce qu'elle a encore envie? Voilà, c'est des questions qu'on essaie de poser. Nous, on a cette chance en kinésithérapie, on a une proximité avec l'athlète qui est intéressante. On parle beaucoup, on partage beaucoup pendant les soins. D'ailleurs, ça a été, quelque chose qui était, difficile un peu pour moi à changer, en posture. Heu, Parce que, bah, le kiné, c'est toujours le mec sympa, tu vois? C'est le mec à qui on se confie, il peut un peu, tu vois? Moi, Ouais. j'étais, quand je faisais que des soins: «Oh ma pauvre petite», j'étais toujours plutôt à les plaindre. Mais quand c'était moi, Le qui bourreau. est, le bourreau, c'est ça, sur la préparation physique, ah bah, ouais, mais tu j'ai dû changer un peu de posture. Donc ça a été un bel exercice pour moi, bah, d'apprendre à pas toujours à être aimé. Parce que je pense que ce qu'on fait, dans notre profession aussi, c'est peut-être au départ pour régler, des Mmh. trucs, hein, peut-être, psy et moi j'ai dû, j'apprends encore aussi à avoir une posture un petit peu plus dure parce qu'on a des enfants, on a un rôle c'est des enfants qu'on a à prendre en charge, donc on doit être à l'écoute, bienveillant et puis savoir être un petit peu plus dur à certains moments, enfin comme des parents, hein. Moi j'ai 3 enfants, je fais avec eux, de la même manière, tu vois? Et ouais, ça c'est aussi, un point de vue peut-être, enfin une chose dont on parle pas souvent dans l'entraînement, mais c'est pas évident de prendre en charge des enfants, Mmh. dans un sport à maturité précoce. Parce que, voilà, il faut, en tout cas ce qui est très, très important, c'est le numéro un, c'est vraiment, bah, d'aimer faire ça. Parce que si tu pas faire ça, bah, voilà, ça va être un calvaire pour tes athlètes. Je pense que être parent peut être un atout, c'est pas indispensable, mais c'est quand même un atout pour comprendre, finalement ce qu'est un enfant au quotidien. Parce que tu as une idée quand tu en as pas et puis quand tu en as, ça change, quand même, la donne. Je trouve que ça m'a aidé. Heureusement que j'ai fait, ça à un moment où j'avais déjà des enfants, moi je pense. Je Mmh. pense que je suis, en tout cas pour ma part, de mon point de vue. Il y a sûrement des gens qui font ça très bien sans être parents. Moi en tout cas, je pense que ça m'a permis d'être plus patient, aussi et même encore, d'être aujourd'hui, plus patient. Alors j'ai des enfants qui traversent pas encore la période de l'adolescence. Mon plus grand, il a 10 ans et là, les filles, moi, je les ai en pleine période de l'adolescence. Donc l'âge 13-14 ans, c'est pas forcément un âge facile. Donc je découvre aussi, tu vois, ça, avec l'entraînement. Tu vois, tu as une familiarité qui s'installe au quotidien, avec des filles que tu vois tous les jours. Bon, bah, c'est pas facile, quoi. Mmh. Déjà, ce sont des filles qui, de base, ont du caractère pour faire ce sport-là. Elles ont pas mal de caractère, donc bah, ouais, à la période de l'adolescence, ça peut, être un peu plus compliqué, mais bah, on travaille notre patience. On travaille aussi ça. Puis je serai armé pour mes enfants quand ce sera à mon Ouais, tour. c'est ça, c'est un bon entraînement. Ouais, clairement, Finalement, clairement. c'est toi qui t'entraînes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a 2 choses que j'avais envie d'aborder. La première, c'est la respiration pendant les mouvements de muscu. Ouais. On a tendance à dire qu'il faut expirer pendant l'effort. Mmh. Moi, j'ai une question, est-ce que c'est vrai sur les tirages? Ah, moi je dirais même, on peut même se poser la question sur plein de mouvements. Heu, Pas forcément, même que le tirage. Le tirage déjà c'est général, c'est global. Est-ce que tu tires, qu'avec le haut du corps? Est-ce que tu tires avec les jambes et le haut du corps? Quand tu fais un soulevé de terre, le moment où il va y avoir le plus de pression, je pense que c'est là un peu que tu veux me faire venir, le moment où il y aura le plus de pression, bah, c'est le moment où tu vas tirer, c'est le moment où tu vas soulever la barre. Hem, Peut-être souffler, oui, mais d'une certaine manière. Tu as 2 manières de souffler. Tu as une manière où tu vas souffler et vider vraiment l'air et là, dans ce cas-là, tu vas, bah, un peu détruire le caisson que tu as mis en place, le caisson, Ouais. la manœuvre de Valsalva.
Maintenant, si tu souffles lèvres pincées en laissant sortir de l'air que très peu, enfin, en ne laissant sortir que très peu d'air, tu vas avoir tendance quand même à augmenter la pression, à garder un continuum de pression dans l'abdomen. Donc, je pense que ça peut se faire. Et puis, il y a des gens qui le feront mieux en apnée. Mm. Donc, déjà, d'une, je pense que ça dépend de l'athlète, ça dépend du mouvement, puis ça dépend de la charge sur ce mouvement-là. Si tu fais un petit soulevé de terre pas lourd, tu pourras souffler sans problème en faisant ton Oui. soulevé de terre. Donc, ça peut être, par exemple, un exercice d'hypopressif à ce moment-là. Mhm. Mais dès que tu vas charger, ça va être compliqué. Moi, à l'époque où j'étais à fond dans l'hypopressif et que je connaissais déjà beaucoup d'athlètes en force athlétique de haut niveau, j'ai essayé des trucs. Hein. Et ouais, je comprenais pas. Je me dis, ah ouais, mais non, ça devrait gainer plus. Bah ouais, mais non, en fait, tu perds ton gainage. Tu peux pas. C'est là que je me suis rendu compte techniquement sur le terrain. Alors, j'en ai vu un d'athlète qui avait trouvé ça sympa d'expirer un peu plus sur ses soulevés de terre et sur ses squats lourds. Mais bon, je pense que c'était quand même un peu avec une augmentation de pression, tu vois, avec des freins Ouais. dans la gorge ou dans la bouche. Tu peux pas, moi, je pense, vider complètement. Enfin, c'est mon point de vue. Après, la respiration, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien d'explorer différentes formes d'inspire, d'expire. Comme je te disais, je joue avec les filles à leur faire des pompes en apnée inspire, en apnée expire, parce que dans certains mouvements de gym, je pense que tu peux te retrouver dans, des fois peut-être être en décalage avec la respiration que tu as prévue habituellement, peut-être à cause du stress. J'aime bien aussi des fois travailler des situations de stress où je vais vraiment les essouffler. On a travaillé par exemple l'année dernière beaucoup des sols, la partie artistique, mais après les avoir vidés par exemple à l'assaut bike ou au ski erg. Et puis là, hop, elle devait partir sur le sol, avoir des belles qualités artistiques et techniques. Travailler sa vigilance finalement quand on est épuisé. Euh, et puis ça les faisait jouer un petit peu aussi, tu vois, leur faire leur complet un peu différemment. Ouais. Donc la respiration, c'est primordial aussi. Hein. On pourrait, il y a des cycles où on pourrait travailler même que là-dessus, quoi. Mm. Travailler sa tolérance à l'hypocapnie, tu vois, enfin c'est hyper intéressant de travailler ça, quoi. Parce que Ouais. justement, des sports où tu vas être peut-être un peu en apnée à cause du stress ou en apnée parce qu'il y a beaucoup de figures, tu vois, à répéter où tu as besoin de beaucoup de force, de beaucoup d'impulsion. Quand tu vas répéter des figures, je pense qu'il y a des petites phases où tu vas être en apnée, quoi. Et puis il va falloir re-respirer derrière ça, recourir, ressauter. Enfin, c'est intéressant d'aller travailler de différents modes en tout cas. D'en prendre conscience et puis de les travailler. Ok. Alors, en fait, je te posais la question de manière totalement intéressée. Ouais, Parce que je coach une amie qui est ostéopathe d'accord. et on est en total désaccord sur quand est-ce qu'il faut respirer, par exemple sur une traction ou un tirage classique, plus de pencher. Ouais, Elle veut absolument expirer quand elle va faire son tirage. d'accord. Moi, je préfère qu'elle reste soit en apnée, soit qu'elle inspire pour être cage thoracique gonflé au Mhm. maximum sur la phase haute du mouvement. D'accord. Et en fait, on se bagarre depuis 3-4 ans, 5 ans même maintenant, D'accord. sur ça. Ah ouais, alors Donc elle m'a donc, dit, si tu vois Johan, pose-lui la question. Donc Marie, bon. je te... Alors c'est embêtant parce que je fais une réponse de Normand, quoi. Exactement. C'est pour ça que je reprécise, je Ouais. te raconte toute Pour l'anecdote. alors vraiment répondre à la question, donc je ne trancherai pas. Je dirais que Zut. vraiment ça dépend de certains points, à savoir déjà d'une la préférence quand même de l'athlète. Ouais. Parce qu'on ne respire pas tous de la même manière. Il suffit que, ne serait-ce qu'un athlète qui a des cloisons nasales bouchées, il va déjà avoir un mode de respiration différent. Donc c'est un peu comme tout, on est obligé de s'adapter déjà un peu au mode respiratoire de la personne. Est-ce qu'elle sait respirer par le ventre? Est-ce qu'elle maîtrise l'apnée? Est-ce qu'elle est en panique en apnée? Tu as des athlètes, moi j'ai vu, en panique en apnée. Parce qu'en fait, finalement, souvenir traumatique d'une noyade, d'un machin, peuvent pas être en apnée. Pas en apnée expi. Tu vois? Donc déjà, il y a tellement de particularités qu'on peut pas être systématique, je pense. Ça sera mon point de vue. Du coup, je dirais qu'on peut pas être systématique. Et puis, ça dépendra aussi de la charge qui est soulevée. Encore une fois, je pense que on peut faire un tirage en expirant. Et puis, dans ce cas-là, on travaillera un peu les abdos profonds. On travaillera aussi sur le périnée en même temps. Ça peut être intéressant. Quand tu vas commencer à tirer de la charge lourde, des tractions, ça commence à être un petit peu plus difficile. Je pense que ça va être peut-être plus difficile d'expirer ou alors d'expirer d'une certaine manière.
Il y a aussi des expirations qui sont, comme on le disait tout à l'heure, Mhm. plus toniques, plus vives. Mais encore une fois, ça dépend aussi de l'athlète. Parce que si on force aussi un athlète à faire quelque chose qui lui est un peu contre nature, pour un tas de raisons, Mhm. bah, peut-être qu'il va perdre en performance et peut-être que l'exercice devient moins intéressant pour lui parce on lui rajoute un petit caillou dans le pied avec ça. Ouais. Donc il faut toujours, je pense, se poser la question de pourquoi on veut le faire. Ouais. Pourquoi on veut le faire? Et puis bah, là, on a la réponse généralement. Pourquoi on veut le faire? Est-ce que ça m'est utile avec cet athlète-là? Puis bah, généralement, on analyse un peu le truc. Ah ouais, mais lui, il va pas comprendre, il galère déjà avec sa respiration. Bah déjà, tiens, on va faire en sorte qu'il ait une bonne posture, enfin qu'il mette bien l'intention dans le mouvement, tu vois, qu'il travaille bien ce que je veux qu'il travaille avec l'exercice. Et puis peut-être qu'on pourra y ajouter des choses après. Mais tu vois, enfin voilà, ce sera ma réponse de Normand. Désolé, j'ai pas tranché là. J'espérais que tu me donnes raison pour clore ce débat, mais non, on dirait que Désolé. ça va continuer longtemps. Désolé. Ouais, donc voilà, ma question c'est sur la respiration et la deuxième question c'est par rapport au renforcement du psoas. Ouais. Donc, depuis quelques années, on diabolise un peu le renforcement de ce muscle-là Mhm. parce qu'on sait que ça peut créer des hernies discales en Ouais, partie. ouais, Toi, directement, je suis pas sûr. ok. Ouais, Oh, ouais. peut-être que je me trompe. À l'époque, Non, voilà, j'avais lu ça. Mais ouais, c'était il y a quelques années, ouais, effectivement. ouais. Je pense Euh, que c'est remis beaucoup en question, ça, ouais. aujourd'hui. Euh, Tu vois, notamment Myers, dans la première partie de son bouquin, mais il n'y a pas que lui qui a écrit ça. Mm. On- Plus on avance, moins on sait, je pense, aujourd'hui, comment. Enfin, je généralise un peu parce qu'il y a des gens qui ont fait de la recherche aussi au niveau cellulaire, au Mm. niveau de facteurs inflammatoires. Il y aurait des choses même génétiques, des prédispositions génétiques à la hernie discale. Myers, il disait que lui, c'est peut-être plus les contraintes en cisaillement que les Ouais. contraintes en pression directement qui favoriseraient les hernies discales. Il y a plein de choses qui sont dites sur les hernies. Bon, du coup, abandonner le renfort du psoas à cause de ça, je suis pas sûr que ce soit justifié. Encore une fois, pourquoi renforcer son psoas? Pourquoi chez quel athlète? Voilà, il faut que ça ait une logique biomécanique, une logique d'entraînement. Et puis, voir aussi quel est le résultat un petit peu directement sur l'athlète. Est-ce que ça lui pose des problèmes? Est-ce que en se positionnant différemment, ça lui pose moins de problèmes, etc. Enfin, c'est encore une fois une réponse de Normand. Non, Mais, c'est intéressant, c'est mais intéressant. peut-être qu'avant, je t'aurais dit, ouais, le psoas, si tu travailles trop, ça va comprimer et ça va. Mais je pense qu'on était dans une vision un peu plus simpliste de la biomécanique à l'époque. Tu vois, et je pense que plus on évolue, plus on se rend compte que voilà, les hernies discales, déjà, même là aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus forcément un problème, même en soi. Il y a eu des études qui ont été réalisées là-dessus où tu vois que 50%, alors je suis très très rapide hein, sur les pourcentages et les stats, hein, Ouais. mais d'accord, hein, donc que je me fasse pas attaquer là-dessus, mais tu as la moitié des gens qui ont des hernies discales et qui le savent pas et qui en ont jamais souffert et qui en souffriront jamais. Donc, tu vois, tu as toutes ces avancées-là dernières en neurosciences dans lesquelles je me suis formé, avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord il y a certaines années parce que j'étais dans une vision beaucoup plus biomécanique. Et puis aujourd'hui, que je trouve utile parce que ça répond à plein de questions qu'on se posait quand on a une vision que biomécanique. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont mal aussi pour d'autres raisons, qui sont des fois les croyances, les peurs que peuvent occasionner certaines croyances. Tu vois, donc c'est, c'est ce qui complexifie encore un peu l'affaire, mais qui la rend intéressante. Moi, ça m'a donné beaucoup d'armes. Des fois, je ne comprenais pas. Mais tiens, j'ai fait mon bon renforcement, j'ai fait mes abdos, j'ai suivi une biomécanique où on comprimait pas. Il a toujours mal, quoi. Et ouais, mais en fait, cette personne avait juste peur. Des fois, tu dédramatises un peu la chose avec ton patient, et puis tu te rends compte que bon, tu sais, je sais pas, tu avais fait tes techniques de thérapie manuelle en même temps, tu as beaucoup dédramatisé, puis il revient, il t'a dit, oh putain, la thérapie manuelle, c'était génial, mais en fait, non, Ouais. il avait juste moins peur de bouger après, et il s'en est peut-être même pas rendu compte. Donc, moi, je pense qu'il faut en prendre conscience aussi de ça, nous, en tant que thérapeute, en tant que préparateur physique. La biomécanique est indispensable. De toute façon, je reste un amoureux de la biomécanique. Il faut qu'on essaie d'être plus précis et d'être meilleur là-dedans. Je pense quand on est sur le chemin, bah, enfin,
enfin, dans son évolution de professionnel de santé ou de préparateur physique, mais il faut aussi prendre en compte les autres facteurs. Mais du coup, ouais, pour répondre vraiment directement au psoas, moi je suis pas contre un renforcement du psoas si c'est Ok. utile. Voilà. Si c'est utile, si ça apporte à mon athlète, pourquoi pas renforcer le psoas? Comme on le disait tout à l'heure, il fait partie d'une chaîne, c'est le maillon d'une chaîne myofaciale. Si c'est à un moment donné un maillon faible, bah, il faut le renforcer. Ouais. Sachant que c'est un muscle assez important Ah ouais, qui permet le transfert de beaucoup de force entre le haut et le bas du corps. clairement, Donc voilà. C'est pour clairement. ça, parce que nous, on parlait du muscle poubelle. Ouais, Et ouais. alors, pas que sur le processus inflammatoire, mais aussi Mhm. même au niveau mécanique, ça posait beaucoup de problèmes qu'il fallait surtout pas le toucher. Ouais, Et je disais, bon, c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même un muscle qui est assez puissant, ouais. qui fait la jonction entre le haut et le bas, et on ne doit pas le toucher. Ah J'ai ouais. toujours trouvé ça un peu bizarre, tu vois. Ah ouais, je Alors, suis c'est vrai d'accord. que moi aussi, j'ai un peu diabolisé pendant quelques années. Mhm. Et aujourd'hui, j'en reviens un petit peu. Et je me dis, mais à force de plus le travailler, Ah on va avoir ouais, des problèmes parce qu'on est en train de, comment dire, de déstabiliser un peu toutes ces chaînes musculaires parce que le bien sûr, maillon qui est au milieu, il tient bien sûr, plus. Donc, il va falloir bien sûr. compenser un petit peu là-dedans. Donc, je me suis remis il y a ça fait quelques mois, peut-être même quelques années, Ouais, que je me suis remis à travailler le psoas. ouais, Et effectivement, les douleurs de dos disparaissent généralement. ouais. Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, Ouais, mais grâce à peut-être que ça, c'était mais devenu un maillon faible chez toi et que tu en exactement, avais besoin. exactement. Ah, ouais, c'est pour ça, c'est comme tu le dis, c'est tellement utile, pas dans des sports aussi, mais même dans des patterns des patterns modernes tels que la course, par exemple, Ouais, que ouais. tu vas retrouver dans tellement de sports. Je veux dire, si t'as pas de psoas, tu cours pas, quoi. Si tu lèves pas tes genoux, enfin, tu vois, par exemple, on parlait d'apprentissage moteur. Tu vois, une gymnaste, quand tu vois une gymnaste courir, tu pleures, quoi. Hmm. Souvent, les bras tout tendus, tu vois. Et bah ça a été des choses que j'ai fait avec les filles. On a beaucoup travaillé l'athlé pour développer le schéma moteur. Et tu vois aussi souvent ce truc bah, de pas lever les genoux. Lever les genoux, c'est travailler son psoas. C'est un muscle essentiel voilà, à des patterns moteurs qui sont quand même hyper importants, quoi, hyper essentiels, je dirais. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quand il y a des manques, travailler le psoas, on le voit beaucoup d'ailleurs avec la méthode FRC. Je pense que tu en as peut-être beaucoup entendu Ouais, parler, Functional Range Conditioning, là, ouais. bah, beaucoup connu par les réseaux. Moi, que j'ai connu au départ par les réseaux, puis après, j'ai été initié par Fred Cossé, Hmm. qui est un kiné avec qui je me suis formé, qui est une formation sur l'épaule, qui est très costaud et qui est beaucoup basé là-dessus, sur les Pale and Rails, les CARS, tout ça. J'ai découvert un peu tout ça. Bon, bah, tu vois qu'il y a souvent un delta dans cette notion de mobilité. Tu vois, il y a souvent un delta entre ta souplesse et ta mobilité, en fait, entre ce que tu es capable de faire passivement et ce que tu es capable de faire activement. Et tu te Hmm. rends compte, en tout cas sur le terrain, que quand tu rattrapes un petit peu ce petit delta, bah, chez beaucoup de gens, ça va mieux. Ouais. Et notamment au niveau du psoas. Tu vois que j'ai pu travailler avec certaines filles qui avaient des douleurs au psoas qui étaient récurrentes. Ouais, mais c'est un psoas qui est faible et que tu le sollicites dans ton activité de manière intensive, c'est normal qu'après il soit contracturé. Donc ouais, on veut le détendre tout le temps, le psoas. Mais s'il est tendu, par exemple, hein, c'est encore une fois une simplification, mais s'il est tendu parce que euh, pas assez fort pour supporter les contraintes de ta discipline, c'est juste qu'il n'est pas assez fort. Donc des fois, on va dire, ah ouais, j'ai mal au psoas, et toi, tu vas me le faire travailler. Ah, donc dans la logique qu'on avait avant, on se disait, ah, putain, mais non, il faut le détendre. Tu vois. Et là, on Mais, se dit, on entend-le encore plus. bah, voilà. Et puis, bah, tiens, tu te rends compte, ah ouais, tiens, c'est vrai que depuis qu'on Ouais. travaille, ça va mieux. Parce que en fait, tout simplement, je me réapproprie ce muscle. Hmm. J'arrive à l'utiliser dans une plus grande course et bah, ça lui fait du bien, quoi. Hmm. Donc ouais, mais je pense que c'est normal, ça évolue, les connaissances évoluent et ce qu'on a diabolisé hier, on le diabolisera peut-être plus demain parce qu'on a compris comment ça fonctionnait et puis bah, on est plus fin dans ce qu'on fait. Et ça c'est cool quand en tout cas quand tu as une compréhension sur le terrain, tu vois, qui te manquait, là, tu avais une situation qui était tout le temps floue pour toi, puis un jour, tu as cette clé-là qu'on t'apporte et qui t'aide à déverrouiller certaines situations. Ça, c'est une des Hmm. choses que j'adore. Donc, quand on discutait bah ouais, de l'apprentissage qui est perpétuel dans nos disciplines, bah, c'est aussi pour ça, quoi. Cette satisfaction de trouver une solution, je pense que ça n'a pas de prix, quoi.
c'est chouette. Ouais, c'est clair. Et d'être utile aux autres, c'est pas mal aussi. Ouais, clairement, clairement. Est-ce qu'il y a des points que tu voulais aborder en plus de tout ce qu'on a vu? Bon, après, pareil, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais si ça peut permettre à certaines personnes de découvrir le sujet, chose que j'ai inclus suite à une formation dans ma façon de préparer les filles, c'était le travail de la motricité primaire. Ouais. Et ça, c'est un truc dont je parle, bien sûr, pas en tant que spécialiste. Je me suis formé avec des Canadiens là-dessus. Je continue de lire là-dessus. Je pourrais donner aussi quelques refs pour ceux qui veulent un peu creuser le sujet. Je compte continuer à me former là-dessus avec des Français là, que j'ai repérés justement sur les réseaux. Mais ça, je trouve que ça, tu vois, dans les outils qui m'ont permis des fois de comprendre certaines situations que je n'arrivais pas à régler, ça m'a beaucoup aidé. Donc la motricité primaire, en fait, voilà, je vais essayer de résumer, toujours en précisant que je ne suis pas le spécialiste de la discipline, mais c'est en fait travailler sur les réflexes archaïques qui n'ont pas été intégrés. Intégrés, ça veut dire qu'ils n'ont pas été assimilés, qui n'ont pas disparu. Les réflexes archaïques, on en connaît tous un très bien. Par exemple, un bébé, vous lui mettez 2 doigts dans la main et il va serrer votre main. Bon, c'est pas parce qu'il vous aime bien, c'est parce que c'est un réflexe archaïque. C'est dès qu'on le touche, paf, il va serrer la main. C'est le réflexe palmaire. Et donc, ce réflexe, il doit disparaître. Il est utile dans la vie du nourrisson, mais après, il doit disparaître. Parce que s'il ne disparaît pas, il va être, comme on parlait de cailloux dans la chaussure tout à l'heure de l'athlète, ça va être comme un caillou dans la chaussure, il va gêner la motricité de l'athlète. Et ça, il y a plein de choses à faire au niveau des pieds, au niveau de la vue, au niveau des réflexes qui n'ont pas été abolis. Et moi, ça m'a été utile déjà de comprendre que, déjà même de découvrir, de savoir que ça existait. Donc on a une formation en kiné sur les NEM, les niveaux d'évolution motrice chez l'enfant. Et avec ces formations, j'ai appris à faire des liens et me dire que c'était pas utile qu'en neurologie, parce que nous, en kiné, on apprend ça en neurologie pour refaire marcher des patients qui ont été paralysés un temps et qui ont une possibilité éventuellement de retrouver une certaine motricité, ou chez des hémiplégiques, on travaille ça, ces niveaux d'évolution motrice. Et puis, en fait, il y a quelques années, il y a pas mal de gens qui se sont mis à travailler ça chez le sportif, qui se sont rendus compte qu'il y avait des sportifs qui avaient tu vois, tu as un réflexe tonique asymétrique du cou qui n'est pas intégré. Quand tu vas tourner la tête, tu vas entraîner ton tronc, tu vas entraîner tes mains, tu vas entraîner plein de choses. Donc ça, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler dessus. On peut avoir de l'amélioration même étant adulte. Ça amène même des pertes de force. Exactement. Avec le bras levé, la tête tournée. T'imagines une gymnaste, à chaque fois qu'elle tourne la tête, elle tourne le corps. Donc, pour vriller, donc elle va devoir tourner la tête à chaque fois. Mais ça peut l'entraîner à avoir des réactions que certains entraîneurs ne comprennent pas. Tu vois, ils vont dire, je comprends pas. Je me souviens, peut-être si elle écoute ce podcast, elle s'en souviendra, enfin, elle se reconnaîtra. Une athlète que j'ai eue avant qu'elle parte à l'INSEP, qui avait un vrai déficit de rotation externe sur son côté droit et des douleurs de hanche à droite. Donc, alors je faisais des séances d'ostéo, j'essayais de lui relâcher le psoas, justement, on en parlait tout à l'heure. Ça fonctionnait pas, alors j'essayais de renforcer, ça fonctionnait pas. On travaillait la mobilité de la hanche en rotation externe, ça fonctionnait pas. Puis je découvre un peu ce travail de motricité primaire. Je regarde un peu sur les réseaux, puis je commence à lire, à me renseigner là-dessus. Puis je vois des gens qui font des exercices de vue, tu vois, comme ça, et puis qui étaient raides, et puis d'un coup qui sont souples. Je dis, c'est trop fake ce truc, c'est encore des trucs, c'est pas possible. Mais bon, j'essaye de pousser quand même, parce que je me dis quand même, il y a peut-être quelque chose, tu vois. Il parle de motricité primaire, de réflexe archaïque, il y a peut-être quand même un truc à pousser. Et puis j'essaie des exercices, puis ce jour-là, je me dis, tiens, si j'essayais avec elle les yeux. Mais alors, je sais même pas pourquoi. Au début, j'avais pas de bilan fin. Je dis, tiens, on va faire les yeux. Apparemment, ça stimule le côté droit. Bon, on va faire ce truc-là de suivre la vue comme ça, puis de fixer bien fort. Puis alors, je lui fais le test, puis elle galère un peu. Puis elle me dit, mais ton truc, ça sert à quoi? Je dis, écoute, on a fait le test avant, donc je lui fais un test, je mesure et tout. Je suis hyper pragmatique. Je me dis, on va mesurer la rotation externe et tout. Et puis elle fait ce truc-là, et puis waouh,
elle gagne, mais genre 10-15 degrés d'un coup de rotation. Elle me dit, bah, c'est fou ce truc-là. Et depuis, c'est resté un peu notre petite blague parce qu'après, bah, je me suis formé. On avait établi un petit protocole. Elle devait faire des exercices de vue avant chaque entraînement. Et puis, bah, à chaque fois que je la croise à l'INSEP, je lui fais tac, tac. Et elle me regarde, elle rigole, quoi, tu vois, parce qu'elle sait que je l'embête avec ça. Et voilà. Et bah, ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai intégré dans mes warm-up, dans mes échauffements. On a construit un échauffement avec les filles à la gym. Donc, tu as 5 minutes de global que je change tous les mois tu vois, pour faire un peu évoluer le groupe, découvrir des mouvements. Et puis, elles ont 5 minutes de protocole perso en fonction des différents bobos qu'elles ont. Bon, bah, dans le warm-up général, il y a très, très souvent des exercices de vue, un peu de balle à picot, des choses comme ça. Voilà, pour explorer un peu différentes façons de travailler. Et t'en as qui ont découvert à force de faire ça, bah ouais, tiens, ça m'aide bien quand même, ça me détend, je gagne un peu de mobilité quand je le fais. Alors je le fais encore un peu comme ça parce que je pense que je manque aujourd'hui encore de subtilité dans mon bilan. Et c'est pour ça que je veux encore me former là-dessus, mais vraiment être précis sur le bilan. Je découvre un peu encore les choses parce que bah voilà, je connais tel réflexe, je sais que ça. Je fouille encore, je cherche beaucoup. Je pense que je perds encore beaucoup de temps dans ce domaine-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et qui continue de bien m'intéresser. Et que je vais continuer à travailler. C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que je l'ai Ouais. beaucoup intégré dans mon travail, même bah, de découverte du corps. Comme je te disais, on fait beaucoup de yoga, mais aussi d'animal flow, de travail à quatre pattes, des choses. Ça vous change. Ah ouais, C'est génial. pareil, quand on est arrivé dans les premières revues d'effectifs et que je faisais les échauffements avec les filles, donc elles ont toutes leur échauffement un peu classique gym. Puis bah voilà, moi je leur faisais faire des trucs comme ça, du quatre pattes et tout. Et jusque-là, je me souviens, un entraîneur d'un autre pôle, il me dit ça sert à quoi ton truc là et tout. Enfin, tu vois, c'était un peu. Ils osaient pas me demander, tu vois. Et ouais, ça a provoqué des discussions et tout. C'est toujours intéressant d'échanger quoi, là-dessus. C'est toujours drôle quand tu fais des exos justement par rapport au réflexe archaïque. Ouais, Parce que tu as l'air ridicule ouais, quand tu vas travailler un Moro avec ouais, ces c'est ça. mouvements d'ouverture-fermeture, les balanciers. Quand tu Clairement. travailles certains réflexes, tu as tous les gens qui regardent à côté et qui disent mais qu'est-ce qu'il fait ce Ouais, mec ouais. Qu'est-ce qu'il fait Et derrière, tu te sens tellement bien. Et Bah, clairement. c'est un truc de fou. Quand tu es juste sur le bon exercice, Ouais. bah ouais, ça, bah ouais, ça libère des trucs quand même. Hein. T'as enlevé le caillou dans la chaussure. Quoi. C'est ça, ton explication, ton anecdote sur les yeux. Ouais. Je l'ai vécu. Ouais. Donc là, je passe un petit coucou au labo. Ah bah c'est avec eux que je veux me former. Avec Romain Cachavenga, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, avec Seb Zimmer et Adrien Chartier aussi. Ok. Je te conseille, je fais la formation moi, avec eux. Bon, bah super. Bah, c'est tu sur peux ma y liste. aller. Voilà, Ils sont sur ma liste. Et ouais, en fait, je fais une formation d'une journée avec Adrien, donc ça fait longtemps que je connaissais Sébastien. Je voyais ce qu'il faisait, mais pareil, sur les réseaux, tu te dis, c'est assez dingue ces trucs, Ouais. c'est fake. Ouais. Et moi, pensant ne pas avoir de problème particulier de mobilité, j'ai la chance d'être assez mobile. Mhm. Il me dit, fais un test de souplesse, donc tu sais, tu te penches en avant, Ouais. tu touches tes pieds, je touche mes pieds. Je sens que ça tire un peu dans les ischios. Il me dit, ok. Il me dit, tout à l'heure, on avait testé quelques réflexes, t'as quoi? J'ai ça, ok. Il me fait faire 3 mouvements oculaires, un mouvement au niveau du cou. J'ai dit, allez, qu'est-ce qu'il veut lui? Et en fait, je me baisse, et là, je pose les mains à plat par terre, plus aucune tension, rien, je sentais que je pouvais même descendre encore plus. J'ai dit, oula, y a là, on tient quelque chose, et là, je veux comprendre. Donc derrière, je dis, non, mais je fais la formation, parce que pas comprendre quelque chose pour moi, c'est pas possible. Et effectivement, il y a pas mal d'améliorations sur beaucoup de qualités de mouvement. Chez des gens, justement, avec qui tu galères à assouplir. Ouais. Tu vois, des fois, bah là, tu as ta petite clé. Et je l'ai vécu, ton exemple, sur le toucher de main aussi, avec les yeux, moi, sur des louchers. Moi, j'ai fait ça avec, au départ, comment ça s'appelait avec Annette Vermillot. C'est posture. Ça va me revenir. Mais c'est des Canadiens qui avaient bossé avec Poliquin et tout là-dessus. Okay. Mais ça manquait.
En tout cas, moi, ce que je recherche et ce que je veux faire avec le labo, là, c'est parfaire Hmm. ce bilan parce qu'ils ont l'air assez pointus sur le bilan. Ouais, Mais ouais, ouais. ouais, j'avais vécu ce truc de toucher les mains là d'un coup, juste en louchant, en faisant des stimulations oculaires, moi. Hmm. Et ouais, et en fait, tu te rends compte que des fois, tu vas bosser la mobilité avec quelqu'un pendant des Ouais, mois et des ouais, mois, ouais, et t'avances pas. et ça avance pas, et tu te dis, mais je ne comprends pas, quoi. Ouais, Et derrière, tu lui fais faire 3 mouvements oculaires, et tout ce que tu as réussi à gagner en 6 mois, tu l'as fait en 2 minutes. exactement. Et là, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Si j'avais su ça avant, on aurait gagné des mois, quoi. Mais carrément. Ouais, Donc, c'est vrai que beaucoup de prépa physique et d'entraîneurs commencent à se former là-dessus. ouais. Sur les premiers enregistrements que j'ai fait, bah, plusieurs m'en ont parlé. Mhm. Sur les futurs, beaucoup m'en parlent. Donc, je Ouais. pense que c'est un thème qui va revenir assez régulièrement Ouais, en je ce pense moment. que là, Euh, mais je pense, comme toute méthode, c'est ce que tu m'avais dit sur la méthode de Gasquet, si je peux me permettre de le dire, ouais, bien sûr. c'est que aucune méthode ne se suffit à elle-même, c'est qu'un outil parmi tant d'autres. Exactement. Donc les réflexes archaïques doivent être qu'un outil, et Voilà. pas remplacer tous les systèmes d'entraînement actuels. Donc, il Exactement. faut les faire évoluer. Exactement. C'est l'assemblage de ces méthodes. Moi, je dis souvent, tu as une caisse à outils C'est et ça. tu l'enrichis d'outils. Et c'est ça qui est cool d'avoir ces outils-là parce que le but, c'est de l'utiliser à bon escient. C'est de te dire, bah tiens, lui, il a besoin de réflexe archaïque. Lui, il a besoin de travailler sur son périnée. Lui, il a besoin de travailler en isométrie. Et effectivement, c'est là qu'on sera, je pense, plus efficient dans notre prépa, quoi. Si on prend vraiment les choses comme des outils. Mais ouais, ça, je pense qu'on est entièrement d'accord là-dessus. Tant mieux. Est-ce que toi, tu as des formations à recommander ou des livres à recommander à un entraîneur qui souhaite se former en abdologie, sur le travail du périnée ou sur toute autre chose? Ouais. Bah écoute, en tout cas, en abdologie, alors il commence à y en avoir de plus en plus. Dont certaines que je n'ai pas faites, donc je pourrais pas en parler. Après, bah, moi, je connais forcément bien l'Institut de Gasquet, donc euh, faire cette formation avec, encore une fois, l'idée que ça sera un outil très utile pour parfaire sa connaissance, en tout cas de la biomécanique des abdominaux et du périnée. Je trouve que ça reste une bonne formation. Après, dans d'autres domaines, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, Fred Kos sur l'épaule. Alors après, ça, c'est plus kiné. Qu'est-ce que j'ai pu faire de très intéressant? Après, moi, j'avais fait formation EBOAS, donc ma formation de préparateur physique là, chez Kinesport, je crois qu'ils la font toujours. C'était la qualité des intervenants là, qui était top. Forcément, là, j'en loupe parce qu'il y en a. En fait, j'en ai fait. Elle est dure cette question. Ouais, mais parce que. Ouais, non, j'aurais dû les écrire. Mais non, il y en a pas mal qui m'ont été utiles. Peut-être que d'autres me reviendront et puis je te les donnerai après. Ouais, Après, en termes de bouquins, bah là, pour rester dans le sujet qu'on vient d'aborder, tu as Sally Goddard qui a écrit sur les réflexes archaïques. Moi, j'aime beaucoup, j'en ai parlé, le bouquin de Thomas Myers, Anatomic Trends, pour le travail en chaîne musculaire. Bah, là, un peu dans les derniers. Il y en a sur la périodisation. Là, dernièrement, j'avais lu celui de Tudor Bompard, Ouais. qui est Un pas grand mal. classique Ouais, j'aime bien. que Fortrainer a fait traduire. Ouais, enfin, franchement, c'est Ouais. une petite Bible. Parlant de Bible, la Bible de la préparation physique, qui reste un très bon livre. Pas mal encore. Après, il y avait des bouquins sur la posturo qui sont un peu plus. Ouais, je crois que j'en avais écrit d'autres. Ah oui, si, si je veux faire de la pub, parce que je m'en suis quand même largement inspiré dans mes débuts en prépa avec les enfants. Le livre de Sébastien Rattel sur la préparation physique des jeunes sportifs. Jean Fora. Ouais, le fameux. Très très bon bouquin là-dessus. Ouais, après, j'avais bien aimé aussi, j'avais chopé des bonnes infos. Thibaudot, le livre noir, je crois, ça s'appelle de l'entraînement. Ouais. Voilà. Ouais, il y en a pas mal là, ça me revient au fur et à mesure. Hein, ouais. Il y a de quoi lire là déjà. Ouais, il y a de quoi lire, mais il y en a pas mal. Hein, forcément, j'en oublie. Et puis je lis beaucoup.
moi, perso. Je Mmh. lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis tout le temps en train de lire. Alors, pas forcément même que sur l'entraînement, hein, mais beaucoup aussi des ouvrages en psychologie. Mmh. Je trouve que ça aide énormément dans notre métier. Donc, ouais, si je peux conseiller même des classiques. Enfin, j'ai lu pas mal de trucs sur Jung, notamment quand j'ai commencé un peu à travailler sur la neurotypologie, mais Ouais. après, je me suis un peu plus intéressé à, à son histoire. Il y a un très bon livre, alors, qui sort un peu du sujet là dont on parle, mais de Frédéric Lenoir, que j'aime bien, sur la vie de Jung, qui a remis beaucoup de, qui est un philosophe contemporain, Frédéric Lenoir, et qui a remis beaucoup d'ordre dans la pensée de Jung. Et moi, je trouve que c'est très utile OK. sur la pensée, justement, psychanalytique, de pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Parce que il faut pas oublier qu'on fait un métier d'humain à humain. Et, euh, et avoir des clés pour se connaître soi-même et savoir pourquoi on fait les choses, je pense que ça peut aussi aider à mieux le faire. Euh, Tu vois, on parlait un peu, tu vois, très, très bêtement, d'être aimé dans ces boulots-là. Je pense que c'est des choses qui reviennent souvent. Enfin, Ouais. bon, après, peut-être que je parle que pour moi, mais et savoir un peu ces choses-là et savoir s'en défaire aussi, parce que quand tu le sais, du coup, tu arrives mieux à t'en défaire. Je pense que ça peut être important. Donc, Ouais. avoir des lectures aussi inspirantes à ce sujet-là, je pense que ça peut être intéressant dans le coaching, en fait, finalement. Ouais. Parce que qu'on soit kiné, ostéo, prépa, il y a une partie de coaching, de management, même, dirait Fabien Mouget, mon ami préparateur physique. Lui m'a beaucoup parlé de management par rapport aux joueurs. Ouais. Lui, il a une vision très intéressante là-dessus. Et donc, ouais, aller se connaître, c'est important, quoi. Donc, je conseillerais aussi certains bouquins là-dessus en psy. Il y en a d'autres, hein, mais là, Bien sûr. j'en ai oublié plein, je pense. Qu'est-ce que c'est un bon entraîneur pour toi? Un bon entraîneur, En tant que kiné, préparateur physique, ostéo? bah, alors, en toute humilité, encore une fois, parce que je pense pas être qualifié pour mettre le tampon de lui est un bon entraîneur et lui un mauvais, mais je pense que il faut une des qualités premières, en tout cas, c'est savoir se remettre en question. Ça, c'est hyper important. Mais avoir quand même assez confiance en soi pour porter aussi les gens. Il faut, euh, il faut avoir confiance en ce qu'on fait tout en ayant assez de recul pour pouvoir dire bon, bah là, c'est pas bon ce que j'ai fait, je le remets en question. Ouais. Je vais faire autrement. Rester assez ouvert. Ça, je pense que c'est une qualité indispensable. Et puis, ces qualités d'empathie et et de bienveillance, même si aujourd'hui il est un peu utilisé à tort et à travers. Bienveillance, c'est un peu un mot fourre-tout aujourd'hui. Enfin, je trouve il est devenu galvaudé. Mais sincèrement, il faut aimer les gens si on fait ce métier-là. Et ça, je suis pas sûr que ça s'acquiert, ou alors peut-être en ayant fait un travail sur soi et en ayant évolué, peut-être que ça peut évoluer. Mais ouais, je pense qu'il faut quand même aimer le contact humain, sinon, parce que on va toujours être confronté à des gens qui pensent pas comme nous, à des gens qui veulent faire autrement. Et là, justement, savoir faire un pas de côté, se remettre en question et se dire bon, bah attends, c'est pas contre moi, pas prendre les choses personnellement. Et ça me fait penser à un bouquin essentiel. Tiens, d'ailleurs, j'en rajoute un, Vas-y, tu qui peux. est peut-être le premier bouquin qui m'a mis une claque. C'est un grand classique, Les Quatre Accords Toltec. Peut-être que tu dois Ah ouais. connaître, qui est souvent cité, mais que j'ai lu pour la première fois à l'âge de 23 ans et que je relis encore assez souvent. Et du coup, tu vois, ça aide à avoir une, des rapports humains plus sains. Quand justement on prend pas les choses personnellement, ou on les prend moins Mmh. personnellement, qu'on fait pas de suppositions et qu'on donne le meilleur de soi-même au quotidien, Et qu'on parle pas en mal. voilà, et qu'on fait attention à ces Ouais, mots, surtout avec des enfants, tu vois. c'est clair. Euh, on parlait tout à l'heure d'entraînement chez l'enfant. Chaque mot que tu vas avoir avec un enfant, il est primordial. Mmh. Alors oui, il y a des jours où on va être plus impatient, il y a des jours où on sera pas au top. Comme le dit le bouquin, on fera toujours de son mieux par contre. Et on fera quand même attention aux mots qu'on emploie, parce que chez les jeunes filles en pleine construction physique, mais aussi mentale, psychologique, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et Ouais. puis, des fois, même en faisant attention, on peut avoir, pas forcément avoir employé le bon mot. Donc, voilà, ça, je pense que ces qualités-là de remise en question, elles englobent un peu tout ça.
C'est-à-dire que à partir du moment où on est capable de se remettre en question, on est capable de s'ouvrir à d'autres choses et de s'adapter. Ça, c'est un deuxième truc vraiment fondamental, c'est être adaptable. Pour être, Ouais. à mon avis, un bon entraîneur. Parce que, bah, ouais, tout ce que je dis là, c'est bien joli, mais il y a des jours où on ne peut pas faire tout ça, où les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir faire du mieux possible. Ça, en tant que perfectionniste qui se soigne, moi, tu vois, ma névrose, c'est l'obsession. Je suis un obsessionnel. Bah, c'était très compliqué à accepter. Et j'ai même arrêté certaines choses au départ, au début de ma carrière, parce que j'arrivais pas à m'adapter, parce que c'était pas parfait comme je le voulais et tout. Et en fait, bah, ça pose problème à un moment donné. Il y a des gens qui vont me dire, bah écoute, moi je travaille plus avec toi parce que moi je voulais ça comme ça et tout. Et toi tu te dis, mais non, ça correspond pas à la Mm. chose qu'il doit faire. Non, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Et ça, tu vois, je le dis pour moi aussi. En même temps, je me le répète comme un mantra. Ça va beaucoup mieux maintenant parce que bah, justement, je vieillis et, j'accepte beaucoup plus ça. Mais ça, c'est un truc ouais, essentiel parce que tu travailles avec un entraîneur quand il a une vision un petit peu différente de la tienne sur certaines choses, bah, tu pourras peut-être pas convaincre et puis tu n'as peut-être pas raison en plus. Donc peut-être dans un premier temps, bah, être capable de se dire bon bah je vais essayer et puis bah on voit que ça marche pas, bah tiens je vais peut-être essayer de mettre un peu ma touche et voir si ça fonctionne pas. Tu vois, j'ai été ouvert à l'écouter. Mm. Bah est-ce que lui maintenant en lui disant bah tu vois j'ai été ouvert à t'écouter, ça a l'air de pas trop fonctionner, peut-être qu'on peut essayer à ma façon ou mettre un peu de ma façon dans la tienne. Et puis bah voilà, ça permet aussi de communiquer quoi. Parce que c'est pas évident hein, toujours hein, et des fois on peut se prendre la tête. Hein. Moi je m'entends très bien avec Eric et Sarah. Il y a des fois où on n'était pas en accord sur certains sujets. Donc il a fallu bah, discuter, communiquer. Et comme on partageait, et ça c'est un truc qui vient d'Eric, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps là-dessus. Comme on partageait des valeurs communes, et ben même si on n'était pas d'accord, ça faisait qu'on trouvait toujours un compromis et qu'on arrive à discuter. Et ouais, c'est important de partager des valeurs communes quand on travaille ensemble. Ça, c'est vraiment des mots à lui, mais je les répète parce que je suis d'accord avec ça. Je l'ai vécu. Et justement, quand tu es dans la tempête, quand tu es dans la tourmente, quand il y a des choses qui vont pas, quand il y a des blessures auxquelles tu t'attendais pas, quand tu es confronté à un système qui te met un peu la pression par moment, parce que tu vois, tout ce que je dis, c'est bien beau de respecter tu vois, le rythme de Mm. l'athlète, de faire au mieux pour lui, de mettre de la pédagogie différenciée, des activités variées, des choses comme ça. Mais quand derrière, tu as de la pression du résultat qui vient de fédérations diverses et variées, hein, je ne parle pas que pour la gym, mais voilà, tu vas, tu vas être. Tu étais quand même dans un système qui impose Bien certaines sûr. règles. Et puis bah, des fois, tu as peut-être une fille, tu diras, ah, putain, elle, il lui aurait peut-être fallu un an de plus. Ça se trouve, on aurait peut-être pris plus le temps, ça Mm. l'aurait fait. Mais bah oui, un système de la haute performance, tu le connais mieux que moi, bah, des fois, il n'attend pas. Il a besoin, tu vois, d'athlètes là qui sont prêts maintenant. Bon, bah, on a nos limites hein, avec ça. Mm. Il faut aussi être capable de l'accepter, avoir peut-être aussi les mots pour rassurer l'athlète qui ira pas au bout de son projet. Moi, souvent, c'est ce que j'essaie de leur dire aux filles, vous n'êtes pas que des gymnastes, quoi. Si Mm. vous faites pas de la gym toute votre vie, bah, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Vous êtes, toi, t'as d'autres qualités, tu sais dessiner, t'es plutôt fun, t'es plutôt rigolote, t'as un bon rapport avec les autres, t'aimes aider. Voilà, enfin, faut mettre aussi l'accent sur ce qu'elles savent faire d'autres, Ouais. parce que bah, on s'enferme vite, je pense, dans le sport de haut niveau à que ça. Et après, même pour en discuter avec des sportifs et des sportifs de haut niveau qui ont un peu, qui commencent à avoir un peu leur carrière derrière eux, puis qui ne se sont jamais vraiment posé la question bah, de qui je suis, Mm. finalement. Parce que quand tu as commencé enfant, tu es bonne en gym, bah tiens, tu fais de la gym. Et bah, je suis gymnaste. Ah, mais tiens, ça va s'arrêter la gym là, bientôt. Bah, en fait, qui je suis Tu vois, qui je suis Est-ce Cette que, est-ce perte que de je... repère. Ah ouais, Ouais. ça doit être un. Moi, je me mets à leur place, ça doit être un gouffre, quoi. Tu Mm. vois, tiens, du jour au lendemain, t'as plus rien, quoi. Il faut l'anticiper, ça, quand On même. en a parlé dans l'épisode avec Jonathan Bellегros. Je D'accord. t'invite à Ah, l'écouter. bah, j'écouterai, ouais, avec Et plaisir. justement, cette après-carrière se prépare. Donc lui expliquait un petit peu comment, Ah, bah, comment il abordait super. cette chose-là. Donc
Ça t'intéressera, Bon, je bah, pense. je vais l'écouter T'as plutôt raison. 2 fois qu'1. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil à donner? Bah, je crois que c'est un peu ce que je Ouais, ça disais, ressemblait, hein, mais ouais, de rester ouvert, quoi. ouais. Voilà, moi, c'est ce que, comme je le dis, hein, je le dis pas que en, voilà, que en conseil, je me le répète un peu souvent, parce que bah, on peut être ouvert à certaines périodes de sa vie, puis se fermer à d'autres moments Ouais. parce qu'on va pas bien, donc je pense qu'en restant ouvert, on a de, bah, on vit des superbes expériences. Comme je te le disais, c'est parce que je me suis jamais trop posé la question à chaque fois qu'on m'a dit, bah tiens, tu veux faire ça? J'ai toujours dit oui, sans trop réfléchir. Et puis bah, des fois, après coup, me dire, oh, putain, mais pourquoi j'ai dit oui? Finalement, ça, je ne maîtrise pas, ça, je sais pas. Mais finalement, j'ai découvert des trucs et j'ai rencontré des gens et puis je me suis planté et puis c'est pas grave en fait. Pour terminer là-dessus, moi, ça m'aurait aidé qu'on me dise un petit peu ça, je pense, aux jeunes qui débutent surtout. Bah, vous avez le droit de vous planter en fait. C'est pas Ouais. grave. On apprend comme ça en fait, justement. On apprend en se plantant. Justement, ne vous arrêtez pas par peur de vous planter. Justement, plantez-vous, c'est bien. En fait, vous apprendrez beaucoup plus en vous plantant. Et moi, je me suis beaucoup planté, et je me plante encore, et ça m'apporte énormément en fait. Il faut juste l'accepter. Et voilà. On le fait tous. Bah, clairement, je pense, hein. Bah, Yoann Vitton, merci beaucoup. C'était un Merci plaisir de Julien. te recevoir, en tout cas dans l'épisode. Bah, tout le plaisir était pour moi.